Alors bonsoir tout le monde, bienvenue sur le deuxième épisode de Blabla avec le Yarn. Ce sera pas long, on va apparaître, on est là. Invité ce soir que je suis très content de recevoir. Étienne Dano, salut! Oh yes! Salut mon vieux, comment tu vas? Ça va super bien, je suis content de te retrouver dans ton bunker de gamer parce que pour les gens qui ne le savent pas, t'es sur Twitch aussi maintenant? Ouais, depuis février, en fait, là, c'est tout récent, tout nouveau. Bon, moi, je connais même pas encore toutes les options. Là. Je viens de catcher c'était quoi la différence entre suivre et être abonné. Rien que pour te donner une idée. Ah, pour vrai? C'est bon, ça. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il y a peut-être des gens qui sont jamais sortis de chez eux et qui savent pas c'est qui Étienne Dano. Laisse-moi juste faire un petit peu ton pedigree rapidement. Puis je veux qu'on en jase aussi. J'ai des questions, puis les gens vont avoir des questions aussi pour toi. Les gens ne connaissent pas Étienne Dano. Première fois sur scène, tu fais 18 ans que tu fais de l'humour 2002. C'est bien ça? Et ouais, je dis tout le temps que ça en fait 16, là, parce que les 2 premières années, j'ai joué 2-3 fois seulement sur scène. Là, mais ouais, la première fois que je suis monté sur scène, c'est en 2002 à l'université. OK. Puis l'autre point, 2009, gagnait l'émission En route vers mon premier gala. C'est là qu'on t'a vu, entre autres, avec le fameux numéro Où est donc Carnillard, c'est ça? Ouais, exactement. J'ai gagné. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire de l'humour à temps plein. Après avoir gagné ça, le téléphone a sonné un peu plus, puis j'ai commencé à faire de l'humour. Ma seule job est devenu de l'humour à partir de 2009. Festival Juste pour rire, fait des festivals Comédia à Québec aussi, 6 fois nominé au Gala des Oliviers, collaborateur depuis 2012 à la radio C'est quoi Énergie aussi. Dans le fond, t'as été aussi, émission que j'ai bien aimé, les 5 prochains avec Kim Lizotte, Torine Côté, Pierre Hébert, Guillaume Wagner aussi. T'étais dans ce show-là. C'est vraiment là, je pense, que les gens ont découvert Étienne Dano. Peut-être les moins geeks de l'humour un peu ont fait comme « OK, oui, on sait c'est qui », puis tu sortais vraiment du lot aussi à ce moment-là avec ton humour, je pourrais dire, peut-être intelligent aussi, recherché. Tu sais, Où est donc Carnillard, c'est un numéro qui est quand même pas banal, là. T'es fin. En fait, j'avais trouvé une petite twist d'écriture que j'aimais beaucoup dans le temps, puis que je voyais qu'il pognait en route, puis les gens m'en parlaient. C'est juste que quand j'ai créé un spectacle, je trouvais que mes numéros, il n'y a pas de moyen de les lier ensemble, faire un casse-tête, mettons. Je trouvais que c'était juste comme des tunes sur un album. Ouais. Puis contrairement à des tunes sur un album, à part quelques albums de musique, là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de suite. Fait que quand j'ai écrit un show, je me sentais un peu moins poussé dans je te pourrais dire, mettons, j'avais beaucoup un côté littérature, j'avais beaucoup des fois, j'avais même des rimes ou du rythme, un peu comme un slam dans mes numéros, puis j'aimais ça faire ça. Puis quand je me suis rendu compte dans un spectacle, ça se liait à moi, mais là, j'ai élargi un peu mes horizons. Mais c'est vrai qu'au début, tu sonnais très, puis c'est pas une reproche, même je trouve que c'est une qualité parce que ça rajoute une musicalité dans l'humour. J'en parlais avec Faf hier, je pense que des gags, il y a un rythme à ça, puis c'est comme une chanson, c'est comme un poème. Je trouve que t'étais très poétique sans être un poète dans le fond, là, tu sais. Ouais, ben j'ai toujours aimé un peu le rap francophone, puis je pense que c'était une petite touche que j'avais de mettre ça un peu... J'ai réussi à me démarquer par ça, mais pas nécessairement par ma personnalité. Puis je te dirais qu'en 2019, 10 ans plus tard, c'est le contraire. Là, j'ai laissé tomber le côté écriture, mais je me suis trouvé plus une personnalité sur scène. C'est ça, exactement. 10 ans plus tard, ça prend du temps, Chris, là. C'est long de trouver le fameux comique. C'est ce qu'ils disent, hein? Ouais, exact. T'as fait aussi Steve Gariépy. J'ai écouté des vidéos tantôt sur YouTube, sur les ondes de Vrac TV. Si vous n'avez pas vu ça, vous irez voir ça après le podcast. C'est hilarant pour vrai. Entre autres, le fameux collier de chien, là. Je sais pas si tu viens de cette capsule-là. Donner des sons bizarres. Ça s'appelait le IP2... iPod, IP2, on a fait la même. Ouais, quelque chose du genre. Je me souviens que la réplique, c'était « Si c'est pas moi l'ami des animaux, elle sait pas c'est qui. » C'est exactement ça. Ouais, je me souviens. C'est la seule réplique que je me souviens, je pense, en plus. La chose qui me fait le plus rire, puis c'est une affaire, je pense, qui aussi t'a mis un peu sur la map, là, mais je trouve ça cool que t'aies eu une nomination au Gala des Oliviers en 2011 pour ça. C'est la fameuse tune Douchebag que vous avez faite en vidéo, qui a été un succès instantané, dans le fond, là. Ouais, en fait, tu sais, j'étais un peu néophyte
de YouTube dans le temps. Là. C'est la première fois que j'ai mis sur YouTube, c'est ça. Fait que moi, je partais fort en crise. J'avais 1 million de vues en un mois sur YouTube. Je crée, c'est facile, ça, YouTube. Non, mais sans blague, c'est le réalisateur de ce vidéoclip-là, c'est Daniel Savoie. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Savoie, ça, c'est le gars qui personnifie le faux joueur de hockey, Patrice Lemieux. Patrice Lemieux, OK. Ouais, qui lui étudiait en cinéma à base, en télévision, un réalisateur que je connaissais déjà avant de faire de l'humour parce que c'était un ami d'un ami. Puis à un moment donné, j'ai dit ça te tente dessus. On a produit ça de notre poche, ça nous a coûté une coupe de 100$ chaque. Puis on s'est pété un esti de time, puis finalement on a eu un gros succès. Là. On est pas loin de 4 millions, je pense, 10 ans plus tard. Pas 10 ans, 8 ans plus tard. Mais ça a valu la peine, le couple de 100$ que vous avez investi. Là. Ça a rapporté en visibilité plus que... Bon, nomination aux Olivier, en plus, on était agréablement surpris. Puis même pour les gens qui écoutent, si vous n'avez pas vu, en fait, t'as fait récemment, puis j'ai trouvé ça cool, au ukulélé, une version de Douchebag. C'est sur ta page humoriste sur Facebook. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Les liens sont dans le chat en passant. Ah, t'es fin. Je l'ai mis sur YouTube aussi pour pouvoir mettre un petit peu de stock sur YouTube. En fait, je cherchais des affaires à faire, puis là, je voyais qu'il y avait plusieurs chanteurs qui faisaient des tunes sur leur balcon. J'avais vu qu'au début là, du confinement, j'ai vu des chanteurs qui faisaient ça, puis moi, je suis pas un chanteur, mais je pense que j'aurais rêvé de l'être. C'est pour ça que je mettais un peu de rimes dans mes numéros d'humour. Tu disais, tu parlais du confinement. En tant qu'humoriste, tu le vis comment présentement de pas pouvoir faire au des début, shows? j'ai trouvé ça tough en crise, là, pour être bien franc avec toi. Là. Parce que, tu sais, je me suis rendu compte quand on était les premiers à subir, tu sais, parce que c'est pas le droit de rassemblement en partant, c'était ça, là. Au début, il n'y a pas de tenez-vous à 2 mètres, puis le boucher, puis le magasin d'électronique est fermé, là. Non, c'était juste pas de rassemblement. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On fait des spectacles devant des rassemblements. Puis au début, ça m'a décalissé. Après ça, moi, j'étais un trooper dans la vie, puis j'avais le goût de faire de quoi pour... tourner le négatif en positif. Puis j'ai organisé un spectacle parce qu'au début, le règlement du gouvernement, c'était 250 et plus. Ouais. Fait que j'ai organisé un spectacle devant 70 personnes à Chambly, puis on l'a fait live sur YouTube. Il y a eu au total au-dessus de 6000 personnes qui l'ont écouté dans la soirée, puis notre pic était genre 5002. En même temps, j'avais jamais vu ça sur YouTube, moi personnellement. Oui, c'est vraiment bon. Puis on a eu Stéphane Fallu, Mélanie Ganimé, Sébastien Ouellette, Marco Métivier. On a eu un gros pacing, on a eu du fun en Chris. Puis tu parlais justement du web, tu sais, t'as fait du YouTube, ces affaires-là. Puis le confinement, tu sais, on revient à la maison. Tu sais, moi, je te vois quand même sur Internet. On va en parler tantôt. Tu t'es rendu sur Twitch aussi. Tu as parlé d'un gars comme Marco Métivier. Je pense que ça amène les humoristes à aller chercher des facettes que peut-être certains utilisaient moins ou utilisaient pas, comme justement Instagram, Facebook. Tu sais, je pense à Marco, qui est un de tes amis, qui fait les défis de Marco, qui est super drôle. Je pense que sans ça, il n'aurait jamais peut-être fait ces affaires-là. Y a-tu des affaires comme toi, Twitch, que ça t'a peut-être plus apporté à en faire, vu que il n'y a pas de show présentement, là? Ouais, en fait, le pire, c'est que j'en ai pas fait tant que ça depuis le confinement. Je pense que j'en ai rien que fait un. Mais j'en avais déjà fait avant, mais je suis content d'avoir déjà ouvert un compte, par exemple. D'avoir starté. Puis, puis étant donné que toi, t'es un maître du Twitch, j'en profite pour en faire un. Je vais en faire un. Tout en faire un tous les soirs à cette heure-là? À peu près, oui, à peu près. Tu finis vers 8h30 à peu près? Non, mais dans le fond, moi, normalement, quand je fais du gaming, là, je commence vers 8h30 puis je finis autour de minuit, là, tu sais, mais... tabarnak! Fait que demain, tu vas commencer à 8h30? Ouais, demain, je commence à 8h30. Bon, ben, je vais en faire un de 7h30 à 8h30 de bord. Bon, ben, parfait, je vais t'envoyer mon nom. Fait que l'apéro de ton... tu peux pas faire un pre-raid, hein? Je peux te hoster. Tu peux faire un raid avant ton stream à toi? Ben, l'affaire qu'il faut comprendre sur Twitch, c'est que si tu raid, mais il n'y a personne sur ton channel, tu sais, mettons que je ferme mon live, les gens s'en vont ou ils s'en vont voir quelqu'un d'autre ou ils s'en vont se coucher. Mais quand je suis pas là, il n'y a pas de monde sur ma chaîne vraiment. Mais je peux te faire un raid. Les gens qui vont aller voir ma chaîne vont voir que tu es là. Ça affiche ton channel, dans le fond. Ben, je vais être l'apéro de ton Twitch demain de 7h30 à 8h30. Ben, parfait, c'est bon ça. Puis ben, on va en parler tout de suite, Twitch. T'as découvert ça comment? Ça est venu comment, cette idée-là, de décider de... Parce que principalement, si je te posais la question à quel jeu tu joues, je pense qu'en arrière de toi, c'est un peu évident. On voit des... En fait, c'est le seul jeu à quel je joue.
C'est ça. Y a-tu des plans de jouer à d'autres choses ou c'est vraiment NHL 100%, Étienne Dano, that's it? Ah ouais. Jusqu'à date, oui. Mais j'avais des plans peut-être juste de faire un podcast tout court. Tu sais, j'en sens nécessairement gamer. Mais au début, en fait, quand j'ai appris un peu plus comment ça fonctionnait Twitch, j'ai fait, anyway, je game déjà beaucoup à NHL, fait que pourquoi je le ferais pas? Ben oui, exact. Puis Yann Terriot, qui est quand même fort sur Twitch, m'avait dit, Étienne, il n'y a pas beaucoup d'humoristes sur Twitch, fait que profite-en, tu sais, tu vas avoir une couple de personnes. Puis là, je suis rendu affilié depuis fin février. Je suis bien content. Fait que les gens peuvent s'abonner, c'est bon ça? Oui, exactement. J'ai mon premier, en fait, c'est moi qui l'a déclaré, là, premier modérateur. OK. Fait que là, je me sentais important. Là. Je m'en yes. J'ai quelqu'un qui gère le monde qui vient de me jaser. Là. Il a sa fameuse épée, il va donner des coups d'épée. Là. Mais parlant d'NHL, c'est drôle parce que j'aime bien ça. Je suis pas super bon, mais peut-être qu'à un moment donné, tu pourrais me coacher. Ça serait drôle si on pourrait faire un stream ensemble. Puis, tu pourrais me coacher parce que je suis pas mauvais, mais surtout en défensive, là, j'ai des lacunes. On dirait que je suis pas patient. Là. Je suis vraiment pas patient. Tout est dans une stratégie. Moi, j'ai changé beaucoup cette année. Là. C'est l'affaire que je fais dans la vie qui me fait oublier mes problèmes ou me changer d'idée complètement. Fait que pendant le confinement, parce que je trouve que le jeu va, premièrement, j'aime le sport. Deuxièmement, je trouve que le jeu va vite. Tu sais, quand tu joues au hockey, il y a des jeux mettons, d'aventure où si tu veux, tu peux marcher pendant 10 minutes puis il se passera rien. C'est ça. Mais ça, si je penserais à d'autres choses, le jeu de hockey, ça va tellement vite que pendant une demi-heure, je pense pas à mes problèmes, je pense pas à les affaires qui me stressent. Fait que c'est ça qui m'aide. Puis c'est Twitch qui a fait que je me suis amélioré parce que je suis allé suivre des bons gars, des bons joueurs sur Twitch. Puis c'est de même. Puis là, à chaque fois, je regarde c'est quoi leur stratégie, puis j'ai remarqué que les meilleurs ont toujours les mêmes stratégies. Ouais, hein? Ouais, parce que ça change beaucoup. Parce que automatiquement, toi, tu contrôles un gars qui a POC ou qui l'a pas, mais tu en contrôles rien qu'un. Les 4 autres, c'est à la glace, là, si t'es à égalité numérique, là. C'est l'ordinateur qui les place selon l'intelligence des stratégies. Fait que veux pas, tu veux qu'il se place aux bonnes places. Tu veux pas qu'il soit trop agressif si jamais tu es en défensive. En tout cas, je veux pas embarquer dans le troll geek de game de hockey, là, mais les stratégies, là, t'es mis super défensif. Ah, c'est ça. Ben, le truc, c'est de toujours être en défensif puis d'être super défensif. Puis aussitôt qu'il y a une ouverture, tu fonces, dans le fond. Ouais, exact. Puis parlant de ça, vu que tu es un fan de hockey, tu travailles, je pense que tu es encore à RDS. Non, malheureusement non. Non, c'était un contrat d'1 an avec c'était Coors Light qui commanditait notre émission. Puis le contrat s'est terminé. Ils n'ont pas renouvelé Coors Light le contrat de publicité. Fait que non, je suis plus là, mais j'écoute encore RDS à l'occasion. Puis j'ai mon co-animateur qui est François-Étienne Corbin. Ouais. On est devenus des super gros chums. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à RDS et j'ai appris énormément. Mais comment je pourrais dire, ça va être. Ben non, je vais être QQ, le plus beau cachet de mon contrat, c'était une amitié avec ce gars-là. Mais ça avait l'air le fun, puis j'ai vu souvent, c'est comme ça s'appelait les soirées Coors Light. Oui, exactement. Le sommet Coors Light. Puis ça avait l'air cool parce que c'était une émission de boys autour d'un divan, puis c'était bien relax comme émission. Moi, c'était ça le but. Puis je pense que ça détendait justement de. Tu sais, le hockey, c'est fast-paced, comme tu disais tantôt. Le sport, c'est de la grosse action. Là, ça faisait comme, OK, on jase, on a du fun, c'est de la détente, c'est le fun. On décroche. Oui, exactement, c'est ça. Puis, je vais te demander une petite question facile. Ton équipe de hockey préférée? Dans la vie de toi, dans la vraie vie ou dans NHL? Parce que là c'est pas pareil. OK, on va prendre les deux avenues. On va commencer par dans la vraie vie, puis après dans NHL. Dans la vraie vie, j'ai pas le choix de dire les Canadiens, là, mais sinon, j'ai toujours une équipe que j'aime plus une année ou une autre. Là, puis cette année, j'aimais bien Floride, ils m'ont surpris. C'est vrai? J'aime bien j'aime le côté le côté surprise de la Floride que d'habitude on s'en calisse vu qu'ils sont dans le sud puis qu'il fait chaud. Là. Mais c'est sûr que je n'ai pas le choix de dire les Canadiens, là, surtout avec ce que tu vois en arrière de moi. Ah, ben c'est pour ça que mais ça, c'était tout dans mon bureau. Puis là, moi, j'ai une pièce. En fait, mon sous-sol, là, le plafond, il est super bas. OK, check bien ça. OK, ouais, OK. Fait que c'est vraiment ton bunker de gaming, là. Ouais, c'est... en fait,
c'est le gars qui j'ai acheté à la maison il y a un an. Lui, c'était juste de l'entreposage dans sa cave. Il vivait pas dans sa cave. Là, c'était juste entreposer du stock. Et ici, il y avait plein de stocks que ma blonde avait mis de Noël. Puis des affaires d'Halloween, des affaires de fête que tu n'as pas besoin. Fait que je l'ai mis dans une autre pièce. Puis ça, c'est toutes des affaires que je collectionne depuis des années qui ont rapport au sport, que j'étais tanné de voir dans mon bureau. Puis là, je dis, Chris, tant qu'à gamer, puis tant qu'à jouer juste à NHL, je vais emmener des affaires. J'ai un cadre de Jean Béliveau signé, j'en ai un de... C'est quoi le gars à genoux, c'est... C'est Brendan Gallagher. Ça, c'est un de mes chums qui est malheureusement décédé l'année passée. Puis lui aussi, il collectionnait plein d'affaires de sport. Puis quand il est décédé, j'ai demandé à sa blonde si je pouvais avoir un truc. Fait que j'ai hérité d'un cadre de Brendan Gallagher qui appartenait à mon ami Hugo. Nice. Puis au bout de là-bas, on le voit dessus. On le voit pas, c'est flou un petit peu. OK, je suis allé au tournoi de golf des Canadiens, ça t'intéresse-tu? Ben certain, ben oui, on est là. Ouais. Bon, j'ai eu la chance, une année, en 2014, de participer au tournoi de golf des Canadiens. Parce que dans le temps, j'étais avec Evenco. Ouais. Evenco, ça appartient aux Canadiens de Montréal. Puis, il m'avait invité à aller jouer une game durant le tournoi des Canadiens de Montréal. Puis, quand tu arrives au tournoi, c'est un terrain privé en partant à Laval, c'était vraiment écœurant. C'est Guy Lafleur qui t'accueille à la porte d'entrée. En fait, c'est un ancien joueur à chaque année différent. Moi, l'année que j'étais là, c'était Guy Lafleur. Fait que il te serre la main, bienvenue au tournoi de golf des Canadiens. Tu fais Chris, c'est donc bien cool ça. Tu prends une photo avec, puis là, ça continue. Là, la photo, t'as aucune calisse d'idée à quoi qu'elle sert. Quand tu reviens au souper après la game, t'as pris ta douche, tu t'assois pour le souper, vis-à-vis chacune des places où tu manges, il y a le cadre de la personne qui a pris une photo avec Guy Lafleur dans la journée, puis Guy les a toutes signées. Wow! Fait que ça, c'est un cadre, c'est moi avec Guy Lafleur. Attends, je vais aller chercher. Ben oui, je veux voir ça, pour vrai. C'est vraiment impressionnant, pour vrai. Puis, tu sais, il y a plein de pucks de hockey, voyant en arrière des manettes de PlayStation, tout ça, mais pour vrai, c'est vraiment cool, ça. Fait que... check, on le voit-tu bien? Ah oui, là, c'est super clean. Ben ouais, c'est super beau, là. Ah ouais, ben c'est vraiment cool, ça. Fait que, tu sais, il y a comme un panneau, c'est écrit Tournoi de golf des Canadiens. L'argent, c'est pour la Fondation des Canadiens. C'est fou, là. Moi, je jouais pas qu'un joueur, là, mais les gros commanditaires, eux autres, ce qu'ils font, c'est que ça coûte 10 000 pour les gros commanditaires. Il y a 3 joueurs, parce qu'au golf, t'es en quatuor. Ouais, c'est ça. Fait que t'es avec 3 joueurs, c'est ça? Non, en fait, toi, t'amènes 2 de tes chums. Là. Mettons, t'as une compagnie. Mettons, le gars d'Albi, le géant, il était là. Mettons, le propriétaire d'Albi, le géant. Lui, il était avec 2 de ses employés. Lui qu'on aime entendre à la radio. Ouais, exact. Ah, il y a une voix magique. Chris, que sa voix est fatigante, pour vrai. Oui. Puis, si au cash qu'ils font, engage quelqu'un qui c'est ça sa job. C'est ce que je me dis aussi, mais bon. Puis, là, il y a 2... lui, il invite 2 personnes. Puis la 4e personne sur le quatuor, c'est tiré au hasard, puis c'est un joueur des Canadiens. OK, fait que dans le fond, t'es 3 chums plus, dans le fond, un joueur du Canadien. Là. Ouais, c'est tout. T'as donné 10 000. Puis l'argent va tout à la Fondation des Canadiens. Ça doit être... T'as donné 10 000 pour jouer avec un joueur des Canadiens. Puis cette année-là, il y avait aussi, mettons, il y avait Yvan Cournoyer. Il y avait 4-5 anciens. Fait que tu peux jouer soit avec les réguliers. Tous les réguliers étaient là. Puis moi, j'ai croisé un monsieur qui m'avait déjà engagé pour faire un spectacle pour TELUS. Puis lui, il jouait cette journée-là. Puis lui, il était tombé sur le backup. Comment il s'appelait le backup à Price il y a une couple d'années? T'as eu... Boudaille. Boudaille, oui. Boudaille. Le joueur de soccer. Ah, exact. Il a payé 10 000 $, puis il a pigé Peter Boudaille. Ah, non! C'est un tabarnak, tu joues avec le backup, puis en plus, il m'a dit, il était mauvais, qui était mauvais au golf. Tous les gars étaient bons, sauf lui, mais il dit, Chris, qui était drôle. Fait qu'au moins, ils ont ri. Ils ont eu du fun, mais... ouais, c'est ça. T'es fan aussi? C'est quand même cool. C'est quand même cool, tu sais, si mettons, là, t'as une compagnie qui roule en Chris, puis t'as 10 000 $ lousse pour aller jouer au golf, c'est quand même cool. Tu te dis, je vais aller jouer au golf une journée de temps avec un joueur des Canadiens. C'est cool en crise, pareil. Mais ça, puis je sais que t'es déjà allé à plusieurs reprises au Centre Bell. Tu sais, juste, on parle de proximité avec un joueur de hockey comme ça, mais juste d'aller au Centre Bell, tu sais, l'ambiance que t'as. J'étais allé 2 fois cette année, puis on est même pas proche des gars, puis t'es comme, il y a quelque chose, il y a un feeling, il y a quelque chose de magique dans l'air de faire comme, hey, ces gars-là, c'est des machines, tu sais. Ouais, vraiment. Puis c'est assez impressionnant. Tu disais que tu étais avec Evenco. Maintenant, tu t'autoproduis, c'est bien ça? En fait, j'ai été chez Evenco, puis il y avait un gars à l'interne
qui avait d'autres chapeaux dans la boîte, mais il gérait aussi Derek Frenette puis moi. Puis ce gars-là, puis j'aurais fait j'y en veux pas, là, j'aurais fait la même chose que lui si j'avais les mêmes ambitions que lui. Lui, dans quoi il avait étudié, il s'est fait offrir un job d'une grosse compagnie américaine, dans quoi il avait étudié. C'est un esti de gros step-up pour lui dans le rêve qu'il avait eu de carrière, mettons. Fait que quand lui a quitté, Evenco nous ont laissé tomber, puis ils n'ont pas donné personne d'autre à l'interne pour nous gérer. OK. Fait que ça, c'est, mettons, 2016, fin 2015, 2016, 2017, 2018, je m'arrangeais avec mes troupes. Fait que t'es tombé. Je me suis autoproduit une petite tournée. Oui. Je me gérais moi-même. C'était énormément d'énergie. Mais t'as trouvé ça comment t'autoproduire? Parce que ça, c'est une touche que je trouve qui est assez américaine de s'autoproduire. Aux États-Unis, souvent, les humoristes vont faire ça. Je pense que c'est peut-être l'avenue au Québec, peut-être dans le futur des autoproductions. On en voit de plus en plus. T'as trouvé ça comment? T'as booké ta tournée, faire tes affaires, puis de vraiment t'organiser là, avec toi-même? C'est plus tough qu'on pense. Dans l'optique où il y a comme il y a un réseau au Québec. C'est le réseau des salles de spectacle. Et il y a des diffuseurs, il y a des personnes qui sont dans une chaise, qui ont des comptes à rendre à un conseil d'administration, puis qui, plus souvent qu'autrement, sont plus frileux à prendre quelqu'un qui s'autoproduit que, mettons, le même producteur que quelqu'un qui a déjà eu du succès. Okay. Puis en même temps, au début, ça me mettait en crise, mais en même temps que le recul, je me disais, si j'étais à leur place, je ferais sûrement la même affaire. T'sais. Mais j'ai eu quelques salles de spectacle qui ont été très ouvertes, avec moi, dont Québec, Brossard, Trois-Rivières, Gatineau, Saint-Hyacinthe. Eux autres, ils ont été très ouverts, étaient vraiment cool avec moi. Sinon, dans d'autres salles, ce que je faisais, si la personne ne voulait pas, comme mettons, toi ton quartier général est à Drummondville? Puis maintenant, je suis rendu dans le West Island, mais ouais, j'ai été longtemps. Oh, c'est vrai, tu me l'avais dit. C'est vrai. Je suis rendu dans Kirkland maintenant, mais je pense que je suis le gars le plus pauvre de Kirkland parce que c'est tous des riches. Hey, pour vrai, quand je suis allé louer mon appart, c'est tellement drôle parce que je m'en venais, tu sais, je roulais avec ma Corolla 2016, puis c'était toutes des Mercedes, puis des grosses escalades, puis des gros chars. J'étais comme, shit, OK, je suis vraiment le pauvre. Le gars, avait-tu peur de te louer? Non. Ben, t'as-tu demandé 3 endosseurs? Non, ça a été correct. Je suis pas dans un super beau, un super bel appartement. C'est mon appartement de transition, là, mais tu sais, j'ai déménagé, mais non, on est bien. C'est un beau coin, par exemple. C'est un beau. Bon, en tout cas, faire une histoire courte, dans les villes où ce qu'ils voulaient pas, puis que moi je voulais aller jouer, je me suis loué une petite salle indépendante. Mais sinon, tu disais Trois-Rivières, tu disais Québec, tout ça, t'as fait les grosses salles. En fait, c'est pas nécessairement, mais c'est le diffuseur, le gars qui s'occupe des spectacles dans cette ville-là, qui m'a endossé puis qui m'a mis dans sa programmation. Mettons, genre, j'ai pas besoin de louer la salle. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le risque avec moi que j'allais vendre des billets. Ouais. Puis on faisait un partage de profit. Puis toutes les salles ont une façon différente de faire. Mais mettons, je vais t'en donner une classique de base quand tu veux pas prendre de risque, c'est que, mettons, ben, je te loue pas ma salle, j'autoproduis le spectacle avec toi, puis on fait 50-50 dès la première pièce vendue. Fait que dès que tu veux un billet à 20 pièces, j'ai 10, t'as 10. OK. Puis on fait ça comme ça. Fait que s'il y a 400 places puis tu vends 400 billets à 20 pièces chaque, ben c'est 4000 à toi et 4000 à moi. OK, fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Côté promo, quand tu t'autoproduis, je pense que c'est un des trucs qui doit être les plus difficiles parce que normalement, quand tu as une grosse boîte en arrière de toi, c'est eux qui gèrent toute la promo, qui vont dire OK, on fait un photoshoot, on fait une affiche, on fait ci, on fait ça, bingo, puis tu pars en promo, puis tu as ces grosses affiches, puis tout va bien. Mais quand tu es tout seul, ça doit être assez difficile de tout gérer ça, là. Ah, mais ça, c'est une petite shot. Ça, c'est moins difficile que tu peux le penser. C'est plus facile, c'est plus difficile séduire les salles de spectacle que faire ça parce que sûrement qu'en 2000, mettons, avant les années 2000, là, c'était pas le plus tough. Mais là, à cette heure, tu sais, sans vouloir être plate, t'as sûrement quelqu'un dans ton entourage, puis tout le monde qui nous écoute, t'as sûrement quelqu'un dans son entourage qui est quand même pas pire pour prendre des photos. Oh. À cette heure, avec des sites comme, mettons, Fiverr, mettons. Ouais. Mais tu sais, Fiverr, là, tu trouves un gars qui est pas trop cher, puis tu lui dis, hey, c'est ça que je veux sur mon poster. Tu
peux le faire. Moi, c'est pas ça que j'ai fait, là. Mais, tu sais, il y aurait moyen de s'en sortir à très moindre coût. Puis à cette heure, avec la puissance du web, ben tu pourrais t'autoproduire une tournée. Mettons, un bon exemple, là, si tu vises pas des salles de 1000 places, là, puis tu joues dans des cabarets à 100-200 places, Jer Alain est un bon exemple. C'est un gars qui réussit à remplir des salles. Faf, c'est un bon exemple. T'sais. Fait que si tu contrôles pas pire le web, puis tu te débrouilles en trouvant des affaires comme Fiverr ou jobin.ca ou .io, jobin.io, puis des affaires dans le même, puis tu trouves des graphistes. Moi, c'est le Martin Vachon. Tu le connais, l'humoriste? Oui, je connais Martin Vachon, oui. Sa blonde dans la vie, c'est une graphiste, puis je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Martin, c'est un bon ami. Puis je tenais absolument à l'engager. Fait que je l'ai engagé, elle m'a fait un deal, mais un deal de graphiste professionnel, ça reste quand même assez dispendieux. Puis c'est elle qui a fait tout ce qui a rapport au visuel de mon site web, mon poster, puis tout. Elle a vraiment été fine, puis elle a vraiment catché ce que je voulais. Puis j'ai imprimé moi-même mes posters. Je m'étais fait faire des Sharpies pour faire de la promo. C'est moi-même qui les ai faites. C'est toutes des affaires que j'aimais faire parce que moi, c'est là-dedans que j'ai étudié. Moi, j'ai étudié en événementiel quand j'étais à l'université. Fait que c'est des affaires que j'aime. Ouais, des fois, je suis pris entre l'arbre et l'écorce de j'aime ça m'autoproduire. Sauf que quand je mettais beaucoup de temps sur la production, je mettais pas beaucoup de temps sur la création. Puis quand je mettais beaucoup de temps sur la création, je mettais pas beaucoup de temps sur la production. Fait que ça me nuisait tout le temps d'un bord ou de l'autre. Puis là, depuis presque un an, depuis l'été passé, depuis, mettons, 6-8 mois, je suis rendu chez Comédia. Okay, parce que Comédia, c'est pas juste un festival, c'est une production de télévision, c'est une production de festival, mais c'est aussi une production puis une gérance d'artistes. Puis je suis rentré chez eux il y a moins d'un an. Et pour donner une idée sur Comédia, il y a Mathieu Cyr, entre autres, c'est bien ça? Mathieu Cyr, Olivier Martineau, les Denis de Relais, Mike Baudouin, Gabriel Caron, entre autres. OK. On parlait d'autoproduction. Il y avait un nouveau podcast qui était lancé au Bordel qui était vraiment intéressant à voir. Parce que pour ceux qui ne savent pas aller au Bordel, il faut que tu bookes d'avance pour aller voir des shows. Parce que c'est complet. C'est un méga succès au Québec. C'est environ 2 à 3 mois. C'est ça, 2 à 3 mois pour aller voir un show. Puis je sais que tu étais là assez souvent. C'est venu comment l'idée de faire le line-up du Bordel de, juste pour expliquer aux gens, dans le fond, c'est toi qui animais ce podcast-là. Puis vous receviez des artistes qui étaient sur la soirée, c'était une fois semaine, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, exactement. C'était pas, il y avait rien. Le podcast sortait tous les vendredis, mais c'était pas nécessairement un show qu'on avait enregistré une journée précise. Des fois, c'est le mardi, des fois, c'est le mercredi. On a même déjà enregistré la veille, le jeudi soir, puis on l'a sorti le lendemain. Tu trouvais ça comment, la dynamique, mettons, de, bon, t'es assis là, tu poses des questions aux gens qui sont là, mais là, ils s'en vont faire leur set, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Puis là, tu sais, il faut que tu jongles avec... T'as toujours des nouvelles personnes qui rentrent, là, tu sais, puis qui ressortent. Ouais. Tu trouvais ça comment, la dynamique de... Ben, si t'écoutes les premiers épisodes, c'est un peu cacophonique. Puis à peu près au milieu du chemin, là, mettons, on a enregistré 13 ou 14, je pense, jusqu'à date. Ouais, à peu près. Ouais, bon, mais mettons au 6e, au 7e, là j'ai pogné parce qu'avant le podcast, je fais un petit brief aux humoristes pour leur dire c'est pas comme un podcast habituel. Il y a juste 4 micros. Vous êtes 6 sur le show avec l'animateur. Moi, je suis pas sur le show, fait qu'il y a juste 3 micros. C'est moi qui décide qui c'est qui rentre, qui sort. Puis si tu me dis, moi, il faut que j'aille ailleurs, ou Étienne, je veux pas participer, mais dis-moi là tout de suite, parce que moi, je veux pas avoir l'air d'un épais qui t'attend. Fait que je suis un peu le maître d'orchestre, mais en même temps, ce que tu vois pas aussi, c'est que la bookeuse, Julie Lacroix, elle est en dehors des Kodak, puis elle m'aide à aller chercher les gars quand c'est leur tour. OK. Puis c'est elle qui me fait signe de, hey, lui, là, il reste 5 minutes avant de monter sur scène, fait que tasse-les. Fait que là, moi, subtilement, ou des fois pas subtil, parce que j'ai pas le choix de couper la parole, parce qu'il faut qu'il y aille. Ce qu'on priorise, c'est le show de scène, là, le podcast, là, c'est les tapes, là. C'est pas la fin du monde, là. Mais c'est François Bellefeuille qui produit avec c'est son idée, c'est lui qui produit en collaboration avec les autres propriétaires du bordel. Puis c'est lui qui a pensé à moi pour l'animer parce qu'il disait que j'avais une expérience radio, ouais, exact. Que je connaissais 2 générations, les un peu plus jeunes, les un peu plus vieux, étant donné que ça fait 15-16 ans que je suis là. Fait qu'il dit, tu es un bon entre-deux. Puis moi, j'ai dit oui tout de suite. J'ai même pas de cachet. Là. Moi, je vais bénévolement faire ça pour le fun. Puis j'aime tellement ça. Le bordel, c'est ma deuxième maison. Là. C'est ça c'est une des affaires qui m'a fait le plus mal du confinement, c'est de pas pouvoir aller à ma deuxième maison. Je suis même rendu, parce que ça, c'est les 6 humoristes qui sont copropriétaires là, du bordel à Montréal. Ouais. Il y a François Bellefeuille, Mike Ward, Louis-José Hood, Martin Petit, Laurent Paquin, puis Charles Deschamps. Au-dessus d'eux autres, il y a le propriétaire du pub, le propriétaire du permis
d'alcool, le propriétaire de l'endroit où ça a lieu, qui est le 7e, un peu comme le 7e Beatles, mettons, là, tu sais. Un peu comme le 5e Beatles. Lui, c'est le 7e propriétaire du bordel, qui, lui, est propriétaire de la bâtisse, du permis d'alcool, du pub qui dans lequel, à l'intérieur, il y a le bordel. Même lui, je suis tellement, lui, le pub s'appelle le pub Quartier Latin, puis lui, je suis tellement souvent là, puis j'ai tellement adopté la place qu'on est devenu chum, Luc, puis moi, il s'appelle Luc, je le salue d'ailleurs. On est devenus amis, lui et moi aussi, tellement que j'aime aller jouer là, puis je me sens bien. Fait que c'était genre, bon, ben, si vous me faites une fleur, les gars, parce que je trippe bien raide de venir ici, fait que vous me donnez une raison de plus de venir dans ma deuxième maison, c'est-à-dire animer un podcast. Puis en plus, c'est comme faire de la radio, fait que je trippe. Puis l'équipement du studio, du bordel est débile mental. Ah oui. Ouais, tu l'as vu, là? J'ai vu les caméras aussi des Blackmagic qui coûtent les yeux de la tête. Là, mais puis il y en a 7. Ben oui, je sais. 7 Blackmagic, puis il y a 4 Shure SM7B comme ça. Fait qu'il y a un petit 15 000 facile, minimum et plus, probablement juste en équipement audio dans le studio du bordel. Imagine-tu? Ça n'a pas de sens. Ben, on parlait de radio, justement. C'est venu comment, la radio? Oui. C'est-tu quelque chose qui est venu comme naturellement, qui est arrivé comme ça? Ton gérant t'a dit, hey, tu veux-tu aller faire des chroniques à C'est quoi? Tu veux-tu animer un show? C'est venu comment, ce... Moi, j'ai toujours trippé faire de la radio. Moi, quand j'étais au cégep, j'étais plus souvent à la radio étudiante que dans mes cours. OK. J'animais, j'organisais des spectacles. Je me rappelle, j'avais fait venir Yellow Molo, les Cowboys fringants, j'avais fait venir les Marmottes aplaties dans le temps. On avait trippé au bout. Fait venir Groovy Hardvark, c'est mon époque, la fin des années 90, début 2000. Puis j'ai toujours trippé sa radio. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais allé à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, mais la radio de l'UQAM, je la trouvais poche parce qu'elle était juste interne. Puis la radio de l'Université de Montréal me faisait triper parce que 89.3, c'est ISM, parce qu'eux, ils avaient une vraie antenne. OK. Fait que ça, c'était mon rêve d'être diffusé. Parce que quand je faisais de la radio au cégep, c'était juste à l'interne aussi, tu sais. Fait que j'ai proposé un concept d'émission d'humour à CISM. J'en ai fait pendant 1 an. Puis j'avais des collaborateurs qui venaient à l'occasion. Puis il y en a qui font de l'humour à cette heure aujourd'hui même. Billy Tellier, entre autres. OK. Il venait dans le temps. Puis Sébastien Ouellet. Puis après ça, j'ai pas refait de radio. Mais ça faisait partie de mon but. J'achalais souvent mon ancien gérant pour qu'il appelle. Puis un moment donné, on a eu un téléphone de C'est quoi. Je suis allé passer une audition, puis ils m'ont pris. Puis là, j'ai fait de la radio pendant 1 an à temps plein sur l'heure du midi. Après ça, ils m'ont bien aimé. J'ai remplacé tout l'été. Puis après ça, l'année suivante, j'ai remplacé à Noël, à l'été, pendant 3 ans. Puis après ça, le nouveau boss, c'est quoi? Il m'a pas tassé, mais tu sais, il m'offrait pas mal moins que ce que j'avais. C'est dur, hein, la radio. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans, puis pour vrai, j'avais beaucoup de bons commentaires de c'est le fun d'écouter, c'est joyeux, puis je jouais beaucoup avec les mots. Moi, j'étais un gars qui aime bien niaiser, puis je le faisais un peu humoristiquement, sans dire que j'étais pas humoriste. Mais je jouais beaucoup avec les mots, puis les gens aimaient bien ça. J'avais ma couleur, puis même quand ils décident, même si ça va bien que c'est fini, puis on se part, puis c'est un peu comme ça. Puis là, après ça, j'étais allé à Énergie. J'ai remplacé 2 Noël à Énergie plus 1 été. J'ai remplacé aussi 2 semaines par-ci par-là Maxime Martin quand il était malade. Puis là, je viens d'avoir la réponse cette semaine. Je leur ai demandé. En fait, j'étais appréhendé pour faire de la radio cet été. OK. Puis là, je pense que c'est à cause du confinement aussi. Là, il y a moins de sous, il y a moins de pubs qui rentrent. Fait qu'on va couper un peu. Fait que on coupe dans les humoristes. Fait que j'ai jasé avec Martin Vachon aussi qui était supposé faire de la radio à Rouge. Puis il s'est fait couper lui aussi. Ils m'ont juste dit, ils m'ont pas dit couper, mais ils m'ont dit on prend un autre concept, tu fais pas partie de notre nouveau concept. Mais je pense que c'est peut-être un peu à cause du confinement, les budgets, les commerces, ils annoncent moins aussi. Fait que le budget d'avoir un animateur, probablement qui est moins là aussi, c'est normal. Là. Ouais. Puis dans le confinement, faire de la radio, je me disais, ben au moins ça va être une partie de ma job que je vais pouvoir faire, puis je vais pouvoir aller chercher des sous. Parce que juste faire de la scène, qui est la partie de mon métier que j'aime le plus, c'est faire de la scène. Mais juste faire de la scène, quand le gouvernement dit pas de rassemblement, mais ça veut dire que tu n'as aucune rentrée d'argent. Là, le Trudeau nous a offert un genre de montant d'argent. Ouais, de dédommagement, mais au-delà de ça,
J'aurais aimé ça, ce break-là, au-delà de aimer faire de la radio, mais le break financier aussi. On va se retrousser les manches, on va essayer de penser à d'autres solutions de communiquer puis de faire des sous. Penses-tu que ça va, tu sais, je vais parler au niveau de l'humour, mais penses-tu que cette histoire-là de virus, tout ça, ça va un peu changer le futur de l'humour? Est-ce que ça va être dur à repartir? Est-ce que ça va changer des choses, tu penses, selon toi? La culture, ouais, je pense que oui. Tout ce qui est rapport au spectacle, pour la prochaine année, moi, je dis que ça va changer, oui. Après ça va peut-être revenir à normal, mais je te dirais que, premièrement, là, Legault, hier, il a dit le 2 mètres, même si on revient à normal bientôt, je veux qu'on continue de respecter le 2 mètres pendant plusieurs mois. Ouais. Fait que, tu sais, 2 mètres, tu peux pas être dans une salle de spectacle. Non, c'est ça, exact. Tu es assis à un pied de la personne à côté de toi. Deuxièmement, quand il y a beaucoup de monde qui sont affectés financièrement, puis quand tu coupes dans ton budget, ben, une des premières fois que tu coupes, c'est le divertissement, le dollar loisir. T'as la télévision chez vous, t'as le câble, t'as Netflix, mettons, tu fais Chris, je vais-tu engager une gardienne, payer 75$, m'acheter une paire de billets pour aller voir un humoriste? Ça va être plus rough un peu. Ouais. Fait que là, il y a la distanciation, le budget, puis la peur. Selon moi aussi, il va y avoir la peur de. Ben, il y a des gens malade, qui ont. Ouais, là, ils vont dire, ah, ben là, si je m'en vais me mettre dans une foule, même si c'est un festival, mettons, même si c'est pas une salle de spectacle, c'est un festival extérieur, je vais-tu aller me coller d'une foule, puis il va-tu avoir un épée qui va faire exprès de tousser sur tout le monde? Il va-tu avoir un gossou qui va être trop colleux? Fait que, tu sais, ça va. Fait que moi, je dis, la distanciation, le budget, la peur, ça va influencer beaucoup. Puis moi, à tous les humoristes à qui je parle depuis une couple de jours, je dis, les gars, faut pas se fier sur les gars ou les filles, là, faut pas se fier sur ce qui va arriver d'ici Noël. Tu sais, d'ici Noël, là, ça sera pas en réalité. Comme le 12 septembre 2001, c'est ça. Les compagnies aériennes, il y avait juste le goût de se pitcher en bas du pont. Mais là, avec le temps, t'as laissé le temps aller, puis là, les voyages ont recommencé. La seule affaire qui a changé, c'est les douanes. Mais la peur des gens est moins présente que l'automne 2001. T'sais. Fait que je pense que à long terme, ça va changer. Mais j'ai hâte de voir. Puis j'ai dit à ma blonde que j'allais analyser. J'ai pas les reins assez solides pour pas faire d'humour pendant 6 mois, mettons, pas travailler pendant 6 mois. Fait que j'ai dit à ma blonde, ça se peut que je me trouve un sideline d'écriture ou de writer ou j'ai toujours été attiré par la pub. Je veux me servir de ma créativité pour essayer de me trouver d'autres jobs. Puis analyser comment le métier va, mais tout en continuant de faire de l'humour. Là. Je dis pas que je vais arrêter de faire de l'humour, pas ça du tout. Mais juste pour survivre à cette passage. Ouais, puis tu parles. Je veux pas. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, je restais on était 3 dans un 5,5, puis notre coût annuel de vie il était 12 000. Là. C'était encore ça mon coût annuel de vie, mais là, je suis rendu qu'une maison, puis un enfant. C'est ça. Puis j'ai pas le goût à court et moyen terme de vendre ma maison. Fait que si j'ai des sacrifices à faire, ça va de me trouver des contrats en sideline. Puis tu parlais d'écriture, puis j'en jasais hier avec Faf, puis moi j'ai constaté une affaire, on dirait que je trouve ça dur d'écrire ces temps-ci puis d'être créatif avec tout ce qui se passe parce qu'on dirait que ça revient toujours un peu dark, puis ça revient toujours un peu autour de ce qui se passe présentement, puis c'est dur de faire de sortir de cette espèce de bulle-là. Est-ce que tu en profites pour écrire un peu plus ces temps-ci puis d'essayer de Je suis d'accord, non. En fait, j'ai écrit des capsules. J'ai écrit 2 capsules web. Là, une que j'ai sortie cette semaine, c'est s'il y en a qui veulent la voir sur ma page Facebook, là, j'ai appelé ça la comédie musicale. Là. J'ai comme fait une mini comédie musicale de 2 minutes d'un gars qui se réveillerait d'un coma puis qui ferait Chris, qu'est-ce qui est arrivé, mettons. Puis la semaine passée, j'ai écrit une capsule linguistique sur les mots qu'on utilise beaucoup dans le confinement. Puis le premier mot que j'ai fait, c'est décalisser. C'était calissé, excuse, mais j'ai parlé de décalisser dedans aussi. Puis, fait que ça, j'ai écrit là-dedans. Je me suis amusé à faire ça avec mon iPhone puis l'équipement de base que j'ai chez moi. Mais écrire pour la scène, j'ai pas été capable jusqu'à là. On dirait que c'est comme juste ça qui vient, tu sais. Des jokes de maladie, puis des jokes de virus, puis là, tu fais comme, j'ai fait le tour. De pandémie, de confinement, c'est ça, puis j'ai comme peur. Chauve-souris. Ouais, j'ai comme peur que,
moi, c'est sûr, je suis un open micer, fait que je suis pas. Si j'essaye bien les affaires puis je me pète la gueule plus souvent qu'autrement. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'en sortant de ça, il va y avoir tellement de sets là-dessus que ça va être ça. Les gens vont parler de ça pendant 6 mois, ça va être bon, malade, puis ça va être des jokes de tout ça dans les raisins, puis. Je suis d'accord avec toi. Ouais, fait que je suis d'accord avec toi. En fait, j'espère que non. J'espère que les gens vont être capables d'aller chercher à un moment donné une twist puis de sortir de cette espèce de sujet-là qui est. On s'entend que là, c'est un peu irréel. On dirait que la vie est comme sur pause. Là, Bon, exactement. On vit quelque chose d'exceptionnel, puis voir un avant et un après de ça. Là. Comme il y a eu un avant puis un après de. Le 11 septembre, entre autres. Oui, exactement. J'avais une question. Moi, je t'ai vu souvent en show. Je t'ai vu à l'open mic du bordel que j'ai déjà eu la chance de partager la scène avec toi pendant que j'animais une soirée à Trois-Rivières. J'ai remarqué une affaire, puis ça m'intriguait parce que des fois quand t'es chaud, je me demandais si c'était pas une espèce de personnage que tu prends. Mais des fois, t'es comme super dynamique. Tu vas faire tes gags, tu sais. Puis c'est Étienne Dano que j'ai connu plus au début. Puis des fois, on dirait, surtout à l'open mic, t'es plus... on dirait que t'es comme au ralenti. Tu fais comme bonsoir. Puis là, on dirait que tu fais tes gags au ralenti. C'est une technique pour vraiment tester? Ou c'est comme un personnage, des fois, que tu prends que... En fait, c'est parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, toi puis moi. Ouais. C'est ça le nouveau personnage que j'ai développé sur scène. OK. Un peu dépassé, un peu... Moi, dans la vie, je parle pas vite, là, tu sais, quand tu le vois, là. Je suis quand même sur ce beat-là, puis j'ai toujours été de même, puis j'ai toujours hypé mes patentes quand j'étais sur scène, parce que c'est ça qu'on m'avait appris, c'est ça que j'avais vu, c'est ça que j'avais observé. J'étais un fan de Louis-José Hood, il parlait vite, puis il parlait aigu. Mais Chris, moi, c'était pas ça, moi. Fait que ce que j'ai découvert dans la dernière année, puis que j'assume pas encore, en fait, que j'assumais pas encore à temps plein, mais depuis novembre, j'assume à temps plein mon personnage. Puis depuis novembre, à part dans les événements privés, où là, je n'ai pas le choix de garder le monde à. C'est plus hype, un peu hype, là, ouais. Ouais, c'est ça, parce que ils sont pas nécessairement en mode écoute d'un show. Mais quand je suis dans un contexte de spectacle, surtout au bordel, en fait, c'est grâce au bordel que j'ai développé ce personnage-là. C'est un personnage un peu dépassé, un peu à bout. Puis d'ailleurs, j'avais loué le bordel le 26 mars, le 23 ou le 26. J'avais loué, en tout cas fin mars, puis j'ai pas pu. Je l'avais loué pour faire mon show à moi. Puis c'est la première fois que je voulais faire 1 heure dans ce personnage-là. Vraiment low pace. Ouais. Puis, tu sais... En fait, mon premier numéro, c'est dans mon pacing, c'est un père de famille qui s'est fait dire, mon enfant a 1 an, là, qui s'est fait dire genre hey, un enfant, c'est la plus belle chose qui va t'arriver de ta vie. Puis il fait non, Chris. Puis là, il est décalé, puis il est dépassé par ça. Puis que là, mon premier numéro, c'était ça. Fait que tout le reste s'enchaîne. C'est normal que mon personnage soit de même parce que je suis décalissé parce que mon petit il dort pas, parce que c'est pas ça qu'on m'avait expliqué. Fait que, tu sais, tout le reste s'enchaînait. Puis j'avais un numéro sur le fait d'être père parce que je trouve qu'il y a trop de numéros sur les enfants qui ont été faits en humour dans ma vie, selon moi. Puis le reste, c'était toutes des conséquences à avoir un enfant. C'est-à-dire, parce que j'ai eu un enfant, je me suis magasiné une maison. Puis là, j'avais un numéro sur se magasiner une maison. Parce que j'ai eu un enfant, je me soucie plus de l'environnement. Fait que j'ai un numéro sur l'environnement. Mais je parlais pas de mon enfant dans le numéro sur l'environnement, puis je parlais pas de mon enfant dans le numéro sur ma maison. Okay. C'était plus la conséquence. Fait que j'ai écrit un numéro sur mon enfant, puis je startais mon show avec ça, un genre de 8-10 minutes, puis après ça, c'était toutes les conséquences de. Puis mon personnage, un peu low profile, un peu à bout, qui se fâche un peu à l'occasion, mais qui se fâche découragé. C'était ça, puis c'était moi. C'est vraiment l'affaire que j'ai faite sur scène qui s'approche le plus de ma vraie personnalité dans la vraie vie. Fait que j'avais pas besoin de le faker ou de me stresser ou de je suis assez hype ou je le suis trop ou je crie ou j'essaie de mettre ma voix plus aiguë, puis... C'est vrai que c'est pas. Il est comme un peu ce personnage-là. Les 2 dernières fois que je t'ai vu, c'était ça. Tu sais, il est quand même assez monotone, mais ça rentre. Tu sais, les gens rient, c'est drôle, c'est bien fait, c'est bien placé. Je sais pas comment l'expliquer parce que, tu sais, monotone, normalement, ça pourrait sonner un peu négatif, mais ça l'est pas parce que le personnage est vraiment comme un. On dirait que ce gars-là, c'est un downer. Tu sais, il est comme, il file pas, là. Puis tu le sens. Il est beige, là, tu sais. Mais les gags c'est ça le but. Puis les gags sont tellement forts que ça marche.
je sais pas comment l'expliquer. Mais je me pose. Ben non, c'est correct. Mais je me pose. Mais tu connais-tu Daniel Tirado? Oui, je connais Daniel Tirado. Il est comme ça un peu, hein? Ouais, mais en fait, je l'ai vu aller. Mais en fait, lui, il est pas downer, par exemple. Il est pas. Mon personnage, moi, je le joue à bout, tu sais, un peu. Là. Mais lui, il est plus genre, je prends mon temps. Puis j'ai vu Daniel Tirado faire. Puis ce que j'ai catché, c'est que Daniel Tirado, il étire l'élastique, mettons du slingshot. Puis là, il se fait tabarnak, c'est qu'il s'en va, mais il l'étire tellement que son gag, c'est une bombe. Tu sais, fait que je me suis dit, Chris, si j'écris de même, je prends mon temps. Les gags vont rentrer, puis de temps en temps, il y a un numéro que tu n'as pas vu, le numéro sur mon enfant. Justement, je fais ça au début, je l'étire. Puis après ça, je pogne les nerfs, mais en étant découragé, puis avec le même ton monotone. OK. Fait que là, ça fait un esti de clash de Chris. Il est pas fâché, mais il l'est dans ses mots. Tu sais? C'est ça, parce que c'est vraiment textuel comme personnage. Tu le vois, il est blasé, mais pour faire un personnage de même, je pense que, puis ça c'est mon avis à moi, mais je pense qu'il faut que tes textes soient assez solides. Il faut que tu sois vraiment solide parce que n'importe qui peut aller sur scène et avoir l'air blasé, mais c'est pas drôle. Il faut que ce soit vraiment bien punché, puis ça, tu le réussis bien. Puis, merci, t'es fin, j'apprécie. Mais c'est pour ça que je l'assumais pas au début. Parce que t'étais pas sûr. Parce que justement, ça prend de la. Jouer avec des silences sur une scène quand on t'a appris. Quand on t'a appris dans tous les livres d'humour qu'il fallait que tu gardes le beat tout le temps. Chris, c'est comme un peu contradictoire. Mais tu parlais de Daniel Tirado, je pense que c'est lui qui disait ça. Je sais pas si c'est au podcast à Mike sous écoute ou whatever, mais il disait il aime les silences. À cette heure, il savoure les silences. J'ai appris à les aimer, Moutou. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut que avec expérience, à un moment donné, j'imagine que les silences deviennent un peu comme OK, là, c'est là qu'on respire puis on repart. Là, puis c'est un peu comme un OK, on prend un petit break, là, ça repart, puis ça va être drôle. Là. Tu peux analyser aussi. Oui, c'est ça. Tu peux analyser le public. Puis. Ouais, tu analyses dans ton. Puis l'affaire, pourquoi je dis que c'est au bordel que j'ai pu explorer ce personnage-là? C'est parce qu'au bordel, le public est tellement attentif. Puis ils sont tellement ouverts, parce que c'est ça qu'ils se sont fait vendre, puis le billet a juste coûté 18$, fait que tu peux pas chialer, là, t'as 5 invités. C'est que en 15 minutes, puis avec un public qui est là pour ça, j'ai eu le temps. Puis j'ai eu le temps et je n'ai pas eu la crainte d'essayer de faire des silences. C'est là que ça m'a permis de faire ça. C'est la beauté du bordel aussi, tu sais, quand t'es un humoriste établi puis t'as la chance d'y aller plus souvent, c'est d'essayer des trucs comme ça, j'imagine. Puis, mais ce personnage-là, étais-tu venu, tu sais, comme à une discussion avec des amis, hey, tu devrais essayer ça, ou t'as juste eu l'idée de te dire, bon, je le down, tu sais, je le fais vraiment comme ça, puis je garde ça, puis là, il faut que je l'assume, puis je le travaille. Tu vas rire, Chris. Un soir, j'étais décalissé pour vrai, puis j'étais au bordel, mais 2 secondes avant de monter sur scène, je me suis dit, hey, tu joues, tu fais le métier que t'aimes, ta passion dans l'endroit, un des endroits que tu préfères le plus jouer. Fais ton show, là, puis décalisse. Puis là, 2 secondes à monter sur scène, ben, en m'en allant vers le stage, ça dure 3 secondes. J'ai fait, si je vais extérioriser mes premiers gags, ça va extérioriser ce qui me tape ses nerfs. La raison pourquoi je suis en crise. Je l'ai fait de même. Puis là, ça riait en tabarnak. Puis c'était pas des gags écrits, là. J'improvisais ce que je venais de vivre dans la journée. Puis là, j'ai fait tabarnak. Ben là, dans ma tête, j'ai fait, vu que je parle plus lentement, j'ai le temps d'une petite shot de plus pour refaire mon pacing dans ma tête. Là. Je fais caler, j'assume tout le numéro que j'étais supposé de me faire, je l'assume dans ce mood-là. Je suis sorti de scène, j'ai tout arraché. Puis il y avait Philippe Laprise qui passait après moi. Puis il a fait tabarnak Dano, ton nouveau personnage, c'est malade. Mais c'était pas un nouveau personnage, là. T'es juste comme. Il est pas son là. Ben, je pense que c'est le meilleur. C'est comme le meilleur début de quelque chose de. Ça me. Pas que ça te tentait pas, mais tu filais pas. Puis, sur scène, souvent. Ça, c'est une affaire que j'ai remarqué en écoutant beaucoup de shows, puis en voyant beaucoup de shows, puis même moi en faisant. Si t'es pas dans le mood, puis surtout quand tu manques un peu d'expérience, dans mon cas, oublie ça, le monde n'embarque pas. Ils sentent tout de suite que t'es pas à l'aise, que t'es pas là. Le public a un 6e sens. C'est quand même assez fou, ça. C'est là que c'est tough. Tu sais, je reviens au silence, là. C'est là que c'est tough. Si le silence, le public, il sent qu'il est voulu, puis que tu l'assumes, c'est un tout autre silence d'un humoriste qui commence puis qui cherche son texte. Ah, exactement. Fait que c'est ça. C'est que dans tes yeux puis ton attitude,
le public fait « Ah, le tabarnak, il fait exprès, tu sais, inconsciemment. » Ben, si tu fais des silences pour faire des silences, mais ça, c'est quand c'est un public, ça va un show d'humour. Oh, si je fais le même personnage dans un corpo, oublie ça, les gens vont dire, Chris, il est pas à l'aise, lui, ou il est gêné. Tu comprends? Parce que, tu sais, il faut tes réveils dans un corpo, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, j'imagine, ce personnage-là, je l'imagine peut-être mal j'imagine pas mal dans un milieu de gars. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, je sais pas, tu sais, comme mais il me semble qu'à Trois-Rivières, tu l'avais comme annoncé. Tu avais dit, je vais faire ça. Tu sais, là, je vais être un peu plus down, mais inquiétez-vous pas. Je ne pas. Ben, ouais, mais semble, c'était la soirée. Je sais pas si tu t'en souviens, à Trois-Rivières, il y avait, c'était l'émission de Réal Bélan, là, Ouais. Puis, moi, je niaisais un gars. Il y avait Guillaume Pinot. Ouais, c'était Guillaume Pinot qui était là, puis t'étais le headline, puis on niaisait un gars avec ses culottes du tableau périodique. Je sais pas si c'était malade, ça. Puis tu m'avais aidé à trouver à un moment donné comme une ligne là, de genre, hey, merci, j'espère que t'en as pour ton argent, une belle soirée en or. On avait fait comme un enchaînement comme de 5-6. Je m'en souviens, là. C'était malade, ça, mais. Il me semble que tu l'avais comme annoncé un peu. Peut-être que tu sais, dans ce temps-là, que tu commençais à le faire. Mais il me semble que tu avais fait un bout de ce personnage-là, mais tu l'avais comme annoncé, puis ça avait rentré tonne de briques. Là. Ça veut dire que je l'assumais pas encore, mais je l'assume depuis cet automne officiellement à 100%. Quand c'est un contexte de vrai show d'humour. Puis c'est là où j'étais un peu déçu de la pandémie dans mon côté créatif parce que c'était mon premier défi de le faire pendant 1 heure de temps. Un peu comme, je me compare pas du tout à lui, là, mais c'est un gars que j'admire beaucoup, c'est François Bellefeuille. François, il a assumé au début qu'il allait faire un show complet dans son personnage un peu fâché, mais il dosait. Fait que là, mon but, après cette 1 heure-là, c'était de me filmer, m'enregistrer, puis demander l'opinion à un metteur en scène de « C'est-tu trop pendant 1 heure? » Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Même demander peut-être à François, que je pense que tu connais quand même bien, de te dire « Hey, tu t'en penses? » J'aurais pu, c'est vrai, j'avais même pas pensé à François. Parce que, tu sais, si on regarde, mettons, tu parlais de François Bellefeuille, moi, ce que j'ai remarqué, quand on a connu François Bellefeuille, surtout on l'a connu avec le numéro du Faucon, puis on s'est rendu à aujourd'hui, François Bellefeuille, sur le stage, il se ressemble beaucoup plus en tant que lui maintenant, autant que son personnage qu'avant, qui était comme juste... C'était un shotgun, puis ça tirait non-stop, une mitraillette qui arrête pas. Maintenant, il y a des nuances, puis on dirait que son personnage, il est rendu là, il est au top, puis je pense que ça rend son truc meilleur de doser, justement, cette affaire-là. Entièrement d'accord avec toi. Ouais, il l'a dosé avec les années, puis son premier show était pas aussi... Son deuxième show était pas aussi intense dans le fâchage que son premier. Puis, tu sais, il a su doser la patente. Puis, à cette heure, il est connu. Il peut se permettre un peu plus de patente. Puis, je pense que moi, j'ai pas rien d'identifiable physiquement pour que les gens se rappellent de moi. Tu sais, j'ai pas les cheveux bizarres. J'ai pas une couleur de peau autre. J'ai pas un... Tu sais, genre, il y a certains humoristes qui ont des traits de personnalité que tu les replaces. Mais tu penses que ça joue, ça, dans le casting? Physique. Tu penses que ça joue? Ben oui. Hey, comment il s'appelle déjà le chanteur, là? Tu sais, lui qui a les cheveux longs, là, puis tu comprends? Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Dans ce sens-là. Fait que je me disais peut-être que, tu sais, Louis-José Hood, il n'y a rien de physique. Louis-José Hood, c'était le gars qui parle vite. Ouais. Mais il y a quand même un trait, ça prend un trait, là, tu sais. Ben, si dans 4 ans, les gens, ils disent, hey, tu sais, le gars qui est trop monotone puis qui niaise avec ça, peut-être que c'est ça que je pourrais avoir, tu sais, comme identification. J'avoue. Tu trouves-tu, puis c'est une question qui est un peu à double tranchant, parce que moi, ça fait quand même assez longtemps que je t'ai connu avec En Route. Tu trouves-tu que t'es connu à ta juste valeur? C'est une question qui est tough à répondre, hein? Mais ça fait longtemps que t'es là, puis moi, personnellement, je pense que t'es quelqu'un qui est important dans le monde de l'humour. Ça fait longtemps que t'es là, t'es établi, puis est-ce que tu trouves que t'as eu ta place comme tu devrais avoir, ou... Puis c'est pas une question d'ego, mais une question de... Avec le travail que tu as mis derrière ta carrière, penses-tu que tu devrais être plus connu? T'es là où ce que tu devrais être? C'est une question que je me pose souvent. Je vais être bien franc avec toi. Il y a des jours où je suis un peu amer. OK. Ben, plus à cette heure, mais des fois. Avant, je l'étais souvent, mettons. Mettons, il y a 3-4 ans, j'étais souvent amer. Puis là, de temps en temps, 1 fois ou 2 par année, je le suis. Genre, je fais un calice. Là, ça fait chier, lui, qui a eu ce contrat-là parce que il a pogné une vidéo sur YouTube qui a pogné plus que tout le monde, ou sur Facebook, ou quelque chose en même. Mais à cette heure, je prends mon gaz égal, puis je me dis qu'il y a il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Le timing, tu comprends? Ah ouais, le timing. Puis,
Ouais, mais je suis capable de dire qu'il y a des bouts dans ma carrière, c'est que je me suis pogné le cul puis que j'ai pas été assez discipliné. Puis les passes, c'est que, tu sais, j'ai eu une passe, c'est que moi, j'étais un ex-gambler, fait que les passes, c'est que j'ai joué beaucoup, puis le jeu, les conséquences de gambler m'ont fait moins travailler, m'ont joué dans la tête, ont fait que... Puis une autre passe de ma vie, c'est que là, j'étais content d'être humoriste, puis j'avais jamais pogné avec les filles, puis là, tout à coup, je pognais avec les filles, fait que j'étais sur la grosse plus, puis je mettais plus de temps là-dessus, puis quand je me trompais, mettons, dans mes dates, ou dans mes mensonges, là. Non, mais tu sais, des fois, tu dates deux filles en même temps, puis ben ça, c'est toute de l'énergie pendant que ça trotte dans ton cerveau. C'est toute de l'énergie que tu mets pas dans l'écriture, que tu mets pas dans l'humour, que tu mets pas dans la scène. C'est un mode de vie à être un artiste. Là, je dis pas juste l'humour, là. Chanteur, c'est un mode de vie, il faut que tu le mettes à ta... Fait que je suis conscient que j'ai eu des passes de même, mais je suis conscient qu'il y a plein de personnalités qui sont connues, qui ont eu des passes de même aussi, mais qui ont réussi à être plus connus que moi. Fait que oui, des fois, si j'avais été plus discipliné, j'avais pas fait ça, j'avais été plus discipliné, j'avais pas fait ça. Je me pose des questions, est-ce que je serais plus connu? Mais en même temps, il y en a, tu sais, mettons, Maxime Martin, il a une calice de longue passe de sa vie, ce qui était sa drogue. Puis il a réussi à te faire run pareil, puis à cette heure, il était à la radio à tous les jours, puis son show va bien, tu sais. Puis son nom est resté, tu sais. Fait que, tu sais, il y a... j'aimerais ça. Il y a un côté de moi qui aimerait ça. Il y a un côté de moi qui assume à cette heure, rendu à 40 ans, que j'ai fait des erreurs, puis j'ai passé à côté de des contrats que j'aurais peut-être pu si je m'étais forcé plus, ou un hit de plus dans un gala, quelque chose de même, si je m'étais forcé plus, si j'avais travaillé plus fort. On peut toujours travailler plus fort que ce qu'on a fait, mais il y a une partie de moi qui fait que je pense que je mériterais, mettons, 2 ou 3 points de plus en overall, mettons, si on vient aux jeux vidéo. Non, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord. Justement, tu sais, j'ai regardé comme des gars comme, mettons, que ça fait longtemps qu'ils roulent Seb Haché, qu'on voit pas tant que ça. Tu sais, je me demande, mais penses-tu qu'on peut maintenant vivre de l'humour sans nécessairement être une vedette, un peu comme aux États-Unis? Il y a beaucoup de gens qui font le tour des comédies. Ben oui. Seb Haché, il vit de l'humour à cette heure. Il y a plein de monde, je pourrais te nommer plein de monde que la majorité des gens connaissent pas puis ils vivent de l'humour. Mais vivre, ça reste, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, ça reste. C'est quoi qu'est-ce que ça te prend pour vivre aussi, là, tu sais, moi, je veux garder ma maison, mon char, puis j'ai un enfant. J'ai déjà vécu de l'humour avec 25 000 par année, puis à cette heure, je serais pas capable de vivre de l'humour avec 25 000 par année, tu sais. Puis là, tout est arrêté. C'est ça. C'est sûr que c'est quoi ton objectif influence beaucoup. Mais oui, il y a plusieurs humoristes qui sont pas connus qui peuvent vivre de l'humour. Puis est-ce que ça va pouvoir continuer? Est-ce que les Seb Haché de ce monde? Est-ce que peut-être même des personnes plus connues que moi devront trouver d'autres gigs, devront faire des affaires qu'ils voulaient peut-être pas faire dans le passé, comme mettons des gens qui aiment moins faire de la radio, ils accepteraient peut-être d'en faire. Des gens qui aiment moins faire des publicités. Moi, je veux pas m'associer avec une compagnie, mais là, avec le confinement, j'ai perdu 25 000. Fait que là, je vais en faire une. Puis là, TELUS m'offre 25 000 pour que j'aille dire qu'ils ont des bons téléphones. Ça se peut, que la personne aille, tu sais. Ah ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis j'ai une question que je pose à tout le monde parce que, puis ça va être dans tous les podcasts, je veux la poser à tout le monde, parce que quand il s'agit d'une passion, des fois, il y a des bouts un peu plus down, qu'il y a des bouts un peu plus durs, tu sais. Même moi, sur Twitch, tu sais, je fais un peu de stand-up aussi, puis c'est vraiment pas facile de faire sa place, surtout à Montréal, c'est un petit circuit, même pour les open mic, c'est quand même assez difficile de se faire booker puis de se faire voir. Y a-tu un moment dans ta carrière où tu t'es dit, bon, garde, j'ai fait le tour, c'est pas ça, puis avant de te ressaisir puis continuer, y a-tu un bout à un moment donné, tu t'es dit, bon, mais peut-être que faudrait que je fasse d'autres choses? Une fois par année. Une fois par année? Ouais, au moins une fois par année, en moyenne, mettons, là. Il y a peut-être une année que j'ai pas pensé, puis que l'année d'après, j'ai pensé 2 fois, là, mais... une fois par année, là, je dis à ma blonde ou à une ancienne blonde ou à un bon chum, je fais je pense que ça marche pas, là. Je pense qu'il y a de quoi qui marche pas, là. Ça fait telle affaire qui a chié, telle affaire qui a chié, telle affaire qui a chié. Puis là, je suis obligé d'aller faire un contrat. Tu sais, genre, j'annule pas mes contrats parce que j'ai plus le goût de faire ça. Puis là, oups, je fais un esti de hit. Puis là, je fais calice. Ben non, c'est vrai, je suis fait pour ça. mais que t'es fait pour ça. Puis, mais je pense
Je pense que ça fait partie de la passion, tu sais, à un moment donné, d'avoir un down puis de faire comme je suis fait pour faire ça finalement ou ça me tente plus. Puis finalement, ça ne dit pas que ça te tente plus, mais c'est comme il y a quelque chose en dedans de toi, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché qui fait que je sais pas, faut que tu te questionnes. Je pense que c'est bon de se questionner. Je sais pas si tu es d'accord de se questionner sur mais tu sais, pour revenir à ça, là, tu sais, mettons, après le nombre d'années que j'en fais, si je montais sur scène puis que ça rentrait pas, mettons, je sais pas moi, je vois 8 fois sur 10, mettons, là, puis 9 fois sur 10, ça rentre bien pareil, puis je me plante une fois sur 10. Si c'était le contraire, si 2 fois sur 10, je rentrais fort, là, je ferais, OK, c'est moi le problème, le calice, si j'ai pas le timing, j'ai pas le sens du punch, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais là, ça va bien, ça rentre, fait que là, tu fais, bon, ben, je vais continuer, je vais essayer de... Mais c'est sûr que des fois, il y a beaucoup d'injustices dues un tel est arrivé à telle place parce qu'il est chum avec un tel. Une telle fait de la radio parce qu'elle connaît l'animatrice. Un tel fait une émission, il est chroniqueur cette émission de télé-là parce qu'il est ami avec l'animateur. Oui, ils ont des talents. À talent égal, si c'est le gars que tu connais ou la fille que tu connais que tu vas engager. À talent égal, à cette heure, dans les années 2010, c'est 2020, y a-tu plus de followers, tu sais? Ah, maintenant, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup. Ça rentre là-dedans aussi. Ben oui, c'est clair. Tu trouves ça comment gérer les réseaux sociaux? Est-ce que t'es comme moi un peu puis de la misère à, tu sais, Instagram, j'y pense pratiquement jamais. Facebook, un peu plus, mais pas tant que ça. Twitter, pas vraiment. T'es-tu quelqu'un qui, tu sais, on est pas un peu dans la même génération, t'es un petit peu plus vieux que moi, mais est-ce que tu trouves que ça a été quelque chose de difficile à embarquer dans la routine de hey, je t'en show à soir à telle place, puis. Ouais. Je suis sur Twitter, mais si tu vas voir mon Twitter, je le suis pas, tu sais. C'est ça. Je suis sur Twitter parce que je veux être sur Twitter parce que une fois par semaine, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Puis c'est arrivé dans le passé que 2-3 recherchistes m'ont trouvé par Twitter. Fait que là, je le garde à cause de ça, tu sais. Mais Instagram, je suis rendu à 16 000 abonnés. Puis j'ai pas compris encore comment monter des abonnés. Facebook, je le comprends. Là, si je me force le cul, je fais des affaires drôles, je fais des affaires qui s'approchent de moi, de temps en temps une photo, de temps en temps une anecdote. Je sais que je vais pogner des followers, de temps en temps une opinion. Je le sais. Si ça s'approche de moi, puis c'est drôle, je prends le temps de l'écrire ou je prends le temps de faire une vidéo comme celle que j'ai faite cette semaine, mettons, mais je le sais. Tu comprends que... Mais Instagram, je le comprends pas, puis je pense que un moment donné, il faut que j'assume, puis je fais, c'est fait pour les plus jeunes. Je suis là-dessus, j'ai 16 000 abonnés, je vais rester dessus pour faire des stories, je vais rester dessus pour être invité dans des... Mais un moment donné, avec l'écriture de scène, tabarnak, ça en fait un esti à suivre. Là, il y en a qui sont rendus sur TikTok. Ouais, c'est tough. C'est tough. Un moment donné, voyons, comment ça s'appelait, là... T'as eu Snapchat? Snapchat. Bon, ça, là, moi, je suis abonné au magazine Wired. J'étais abonné au magazine Wired. Tu connais ça? Non, c'est quoi? Quel genre de magazine que c'est? C'est sur la technologie, les avancements, pas juste électronique, là, ça peut être genre les avancements médicaux, les avancements dans le monde. Fait que c'est vraiment science... Et technologie, mettons. Ouais, puis là-dedans, là, ils disent qu'est-ce qui va pogner, qu'est-ce qui pognera plus. Tu sais, genre, ils te le prédisent, puis ils sont 90% du temps, ils sont target. OK. Et là, moi, je vois ça. Snapchat, ça va être de shit dans les prochaines semaines. Mais c'est américain puis britannique, les Wired. OK. Fait que moi, je me mets sur Snapchat. Mon gars, je mets des vidéos, je fais des niaiseries puis tout. C'est pas un calice de chat, mais je mettais du temps. Mais Chris, j'étais un des premiers au Québec. J'étais un des premiers au Québec sur Snapchat parce que j'avais lu dans Wired. Puis quand c'est devenu populaire, je m'étais écœuré. Je fais Chris, il n'y a personne là-dessus. Je l'avais même effacé de mon téléphone. Mais c'est arrivé avec plusieurs personnes. On dirait que Snapchat, ici au Québec, c'est arrivé en retard. Puis là, le monde a fait comme si je l'ai délité. Puis là, TikTok, c'est un peu l'ancien... Comment ça s'appelait déjà? T'avais une autre affaire de même. Vine, exactement. C'est le nouveau Vine. Dans le fond, c'est la même sauce, la même recette. Là, des vidéos. Mais je suis pas allé. Je me suis juste fait dire que c'était vraiment plein d'ados là-dessus qui dansaient. Puis je me suis dit, hey, je veux pas avoir de l'air pédo, fait que je suis pas allé. Tu connais-tu What the Fuck Kev, le YouTuber? Ouais, je suis allé à son podcast. C'est allé à son podcast. C'est un bon ami à moi. Puis What the Fuck Kev, justement, lui, est à fond sur TikTok. Puis quand je suis allé la dernière fois le voir, il a fait son open mic au bordel. T'étais là, justement. Puis c'est la dernière fois que je t'ai vu faire ton personnage un peu plus slow. On jasait après, puis il parlait de TikTok, les gars, puis il disait, c'est tellement facile d'avoir des abonnés sur TikTok. Tu fais n'importe quoi, puis à un moment donné, ça monte.
En autant que ta vidéo soit quand même un peu pertinente, là, mais on dirait là, que c'est comme ça a l'air que c'est le meilleur outil présentement, mais c'est une vague. Probablement que dans 5 ans, ça va être découragé. Moi, je t'ai passé. Non, mais là, moi, je me suis dit, parce que là, moi, je me suis fait parler de Twitch. J'avais peur que je sois en retard. J'avais peur que Twitch ne marche plus. Puis quand Yann, il m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes sur Twitch, là, j'ai fait, OK, ben là, il faut que j'en choisisse un. Ouais. Tu sais, au-delà du fait qu'il y a plein d'adolescents qui dansent, là, je me suis dit, il faut que j'en choisisse un. Puis là, j'ai fait, OK, ben Twitch, ça me rejoint. Je suis rendu à un âge, je sais que je veux que ça me rejoigne. Je trippe jouer au hockey, NHL. Je sais que c'est pas les jeux de sport, c'est pas les plus populaires sur Twitch. Mais je me suis dit, je vais m'essayer pareil. Je suis semi-d'accord que ça dépend. Tu sais, Twitch, c'est comme si j'allais au bordel un soir, puis là, ben, j'ai le line-up des humoristes. Puis ça se peut qu'il y ait un humoriste, je suis comme, c'était drôle, mais j'ai pas embarqué dans je sais pas, il y a quelque chose qui fait que personnellement, ça a pas levé. Puis c'est la même chose sur Twitch. Tu vas aller voir un streamer qui joue à Call of Duty ou qui va jouer à NHL. Ben, je pense que, puis majoritairement, c'est vraiment la personne qui est là, qui va faire le show, tu sais. Si la personne est pas divertissante, puis tu sais, moi, je t'ai vu une couple de fois streamer, puis tu parles au monde, tu sais, t'interagis, puis c'est sûr que, tu sais, t'as les skills d'un gars de radio, fait qu'à la base, puis un humoriste aussi, fait que le public, puis d'être assis devant une cam, c'est comme, je pense pas que ça te stresse, mais je pense... Non, pas du tout. Je pense que le streamer qui est assis devant son écran fait le gros travail, plus que le jeu. Tu sais, le jeu peut être... tu pourrais jouer à 10 bouts puis avoir du monde pareil, là, tu sais, ou à tape-touche, à la limite, puis le monde serait là pareil. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu sois là puis que tu entertains le monde, tu sais. Puis en plus, toi, t'as la fibre comique, fait que tu peux à un moment donné lâcher une craque puis le monde va faire comme « Ah, c'est drôle, tu sais. » Tu vas accrocher ton monde avec ça, tu sais. Moi, en tout cas... je suis content d'avoir ton input. Il y a combien de personnes qui nous écoutent en ce moment? Ça vacille entre 45, 60... mais c'est nouveau, ce podcast-là. Fait que les gens sont pas trop... sont habitués de me voir jouer à GTA, puis j'imite Bob Gratton, dans le fond. Là. Je fais comme un personnage de... J'imite bien Bob Gratton. Puis sinon, je fais du Call of Duty, puis je fais vraiment plein d'affaires. Hier, j'ai joué à Resident Evil 3. Là. Ils ont refait un jeu, là. Fait que je me suis amusé à avoir peur. T'es sur quelle console? Je suis sur PC, en fait, mais j'ai PS4. J'ai PS4 aussi. Puis je l'ai NHL, c'est à un moment donné, si tu veux qu'on se fasse une petite... Ben oui, c'est sûr. Une petite game, on se fera au pire, on peut faire un stream, on lance chacun notre stream, puis j'invite les gens, puis les gens vont pouvoir nous regarder, puis ça peut être... mais c'est hâte, ça. Puis toi, ça va t'apporter du monde en même temps. La seule affaire, c'est que, tu disais, j'ai peur d'être en retard. Sur Twitch, t'es pas en retard parce que c'est quand même nouveau au Québec. YouTube, il commence à être tard en maudit. Quelqu'un qui se part un channel YouTube aujourd'hui, là, t'es en retard dans le train, mais Twitch, t'es encore... Puis toi, utilise aussi... Merci de l'info. Puis utilise tes réseaux sociaux pour dire « Hey, je suis live sur Twitch, ça va marcher au bout. » Ça, c'est sûr que j'ai fait jusqu'à date. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui font c'est quoi ça, Chris Twitch. Ouais. En même temps, il y en a des couples de curieux. Il y a même 2-3 chums qui m'ont dit Chris, j'avais fermé mon compte Twitch, je suis retourné à cause de toi. Fait que ça, c'est cool. Non, mais c'est cool. Je trouve ça le fun, justement. Comme j'ai vu Yann Terriot arriver, il y a Sous-Écoute qui est là, il y a toi. Puis c'est vrai que je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'humoristes sur Twitch. C'est quelque chose. Dis-le pas, garde ça pour nous. On garde ça, on laisse ça. Hey, j'ai une question. Je lisais sur ton site internet que tu es un collectionneur de stylos de luxe. C'est-tu encore. Ça vient d'où, ça vient d'où, cette passion-là? En fait, ça vient du fait que j'ai un de mes chums qui travaille dans la construction, qui a plein de beaux outils, puis il fait bien attention, puis il collectionne. Il y a genre 3 drills, puis il s'en sert, là, mais... Puis là, un moment donné, j'étais parti de chez eux, puis j'avais dit « Hey, c'est cool ça, c'est quoi moi mon outil? » Puis là, j'avais comme le mood de vouloir... Fait que là, je suis allé à un magasin. Un moment donné, je suis allé dans un magasin de stylos pour en acheter un à cadeau. Puis là, j'ai fait, hey, c'est ça mon outil, moi. J'écris toujours mes premières versions de texte à la main avant de les taper à l'ordi. Je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de connexion. C'est ça, il y a beaucoup de monde qui parle d'une connexion. C'est plus facile. Quand tu es devant ton clavier, tu peux arrêter puis tu perds ton fil d'idée, tu perds la façon que tu te l'as dit dans ta tête. Puis c'est vrai que le papier-crayon, c'est plus direct, je pense. Il y en a qui vont dire que c'est moins vite, là, parce que ceux qui ont leur tape-touche, mettons. Mais la connexion, c'est plus la connexion, tu sais, d'écrire papier et stylo est direct, même si c'est plus long.
J'en avais un à côté de moi en plus. C'est un Deluxe, celui-là aussi? Ouais, c'était un Mont-Blanc. OK. Mont-Blanc, c'est pas du parfum, ça? Mont-Blanc, en fait, c'est une marque de stylo en premier, puis ils ont sorti des parfums un moment donné. C'est mon parfum, c'est ça qui est drôle. Ça, ce stylo-là, c'est le même gars qui a designé le premier iPhone, qui a designé ce stylo-là. C'est vrai? Le premier iPhone, ouais. Mais il fait quoi de magique à part une lumière dedans? Hein? Il n'y a pas de lumière. Ah, il n'y a pas de lumière. Il y avait de l'air et lumière. Non, c'est le logo. Ah, non, c'est le logo. C'est le logo. Ah ouais, c'est vraiment le logo de Mont-Blanc, c'est hot, ça. Puis, c'est tout. C'est juste un... Mais tu sais, on parle, mettons, de stylo de luxe, là. C'est-tu... Arrête, il écrit pas mieux, là. C'est plus un kick, là. C'est plus un kick mais je veux dire, ton crayon qui vaut le plus cher, là... C'est lui. Ça vaut combien, un crayon de même? 600. Hein? Ouais, il vaut 600 piastres, lui. Pour un crayon? C'est malade, pareil. Ouais. J'espère que... Alex Roof, il a le même. Ah, pour vrai? Ouais. Ouais, c'est lui. En fait, au début, je m'en suis acheté. J'en ai pas payé à 500 pièces au début, là, mais c'est quand je signais un gros contrat, mettons, comme mon premier contrat à radio, je m'étais acheté un beau stylo. Okay. Mon contrat avec Evenco, je m'étais acheté un beau stylo. Mon contrat avec Comédia, un beau stylo. Un contrat à RDS, m'en ai acheté un aussi. Fait que c'est plus ça, ils ont plus de quoi de représentatif. Puis des fois, j'en ai reçu en cadeau de des amis parce que les gens ont su que j'aimais ça. Fait qu'ils ont tous quelque chose de significatif. Ben, c'est un peu comme mes tatouages, dans le fond. C'est un peu la même chose. T'sais. Je fais le lien. Là, mes tatous, ils ont toute une signification. Fait que je pense que je comprends l'espèce de petite... ce stylo-là, c'est à cause de ça. Fait que ils ont toute une signification particulière. Là. Mais je savais pas qu'un stylo pouvait coûter... à moins que ce soit un stylo vraiment spécial, là, mais 600 et plus, là, c'est assez fort. Ben, ils en ont fait... Mont-Blanc, ils en ont fait un exemplaire pour un prince dans les Émirats arabes. Puis je pense qu'il vaut 250 000. Aïe aïe. OK. Ouais. Tu veux pas le perdre? Non, Chris, non. Une autre question que je disais, c'est vrai que tu mets des feuilles d'assouplisseur partout dans tes têtes d'oreiller dans ta voiture? C'est vrai, ça? Ouais. Parce que c'est comme une façon de pas faire le ménage puis que ça sente bon. Fait que finalement, c'est un peu le côté lâche de « Ah, ça me tente pas, ça sent bon. » Exact. Ma blonde, elle me slack. Par exemple, ma blonde, elle en trouvait trop souvent. Là, fait que là, à cette heure, elle me met des breaks. Là, elle dit « Ah, là, c'est beau, là. Si t'es pas obligé d'en remettre, là. » Ton tour de bobsleigh avec des champions américains, tu trouves ça comment? Ah, ça, c'est hot en Chris. Ça, j'avais genre 12 ans, mettons. On est allé visiter Lac-Placide, mon père, mon frère, ma soeur, puis moi. Puis on est allé... il y a déjà eu les Olympiques en 80 à Lac-Placide aux États-Unis. Puis il y a encore les installations. Puis c'est plate en tabarnak pour vrai à visiter parce que tu fais juste regarder. Tu sais, mettons, une demi-heure, c'est impressionnant, là, mais regarde, quand t'as 12 ans, là, regarder des cadres avec des événements qui sont arrivés, là, c'est long en estime. Ah ouais, c'est plate. Puis là, il y a comme un tableau avec des activités dessus. Puis sur le tableau, c'était écrit Tour de bobsleigh. Fait que là, je fais Chris, je dis à mon père, ben, je sacrais pas à 12 ans, mais je dis à mon père, hey, j'ai le goût de. Ça te tente dessus. Puis là, mon père dit, ben, t'as peur dans les manèges à ronde. Tu vas avoir peur là-dedans aussi. Puis là, je dis, m'en fous. Les manèges à ronde, on peut y retourner à chaque année. Faire un tour de bobsleigh, combien de fois dans notre vie, ça va arriver, tu sais. Fait que mon père, il a payé pour mon frère et moi. Ma soeur voulait pas. Je pense qu'elle était trop petite. Puis c'était un bobsleigh à 5. Ben, en fait, c'était un bobsleigh à 4, mais vu qu'on était 2 enfants, on était correct. Fait que c'était le pilote, moi, mon frère, mon père, puis le gars en arrière, puis le pilote, puis le gars en arrière, lui, tu l'appelles le freineur en bobsleigh. Ouais. Puis eux, c'est des anciens champions olympiques des États-Unis. Puis les autres sont payés pour faire ça à cette heure-là. C'est comme un sideline qu'ils ont. Puis mon père a payé, je sais pas, moi, 70$ par personne. Je me souviens pas comment ça avait coûté. Puis on a fait un tour de bobsleigh. C'est vraiment cool. Je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est vraiment un assez beau trip. Ça doit descendre quand même assez rapidement, là. Ça doit être assez rapide. Ouais, mais en fait, c'est impressionnant quand tu le vois. Parce que tu vois, tout ce que tu vois, c'est de la glace. Ouais, c'est ça. Mais quand le gars, à la fin, il dit t'as roulé à 60 km/h, tu fais tabarnak, il me semble que ça allait plus vite que ça. Mais tu sais, eux, aux Olympiques, ils vont plus vite que ça. Mais nous, pour notre sécurité, le fait que nous, on n'est pas en shape pour faire le ballon avec eux autres, ben les gars, ils crissent pas ça dans le tape, tu sais. Ouais, ok, je comprends. Le gars en avant, il chauffe pas pour pogner les curves parce que tu pognes la vitesse, plus tu montes dans la curve, tu sais. Fait que lui, il fait pas exprès de monter tant que ça. Puis le breaker, lui, il en donne un peu plus parce qu'il veut pas que tu ailles trop vite vu que
c'est trois gnochons entre lui et le conducteur, tu sais. J'avoue, t'as-tu toujours aussi peur du sang? Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est viscéral. Là. C'est ça, comme moi, je suis pareil comme toi. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, moi, je déteste. Ben, mettons, moi, je vais me couper, OK? Je vais me couper une feuille de papier, whatever. Je saigne, ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui saigne à côté de moi, là, oublie ça. J'ai le goût de pass out. Ah, je suis pareil. Je deviens comme mou, puis j'ai blanc, puis c'est... Non, je suis pas capable, pas en tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas ça vient de où. Tu sais, c'est quoi le nom de notre phobie? Non, c'est quoi? Hémaphobe. C'est hémaphobe. Ah ouais, tu vois, tu... Comme Héma Québec, mettons. Là. Ouais. Hémaphobe. C'est aussi con que ça. Fait qu'on est deux hémophobes, c'est bon. Ouais, exactement. Hey, je vais demander aux gens s'ils n'ont pas des questions pour toi. Ils trouvent ça intéressant, les gens? Ben, je pense que oui, les gens ont l'air d'avoir du fun. Quand j'ai annoncé que j'allais faire ça, il y a plein de gens qui m'ont dit « Hey, Étienne Dano, je suis vraiment excité de... » Puis moi, c'est cool parce que, tu sais, toi, t'es un peu plus connu au Québec, mais tu sais, je reçois... J'essaie d'avoir tous les niveaux. D'ailleurs, si jamais t'as des contacts peut-être pour d'autres... avec plaisir. Tu sais, mettons, je lance des noms, là, mais tu sais, peu importe, qui aimeraient ça participer. Moi, je veux aller chercher tout le monde. C'est sûr qu'il y a des vieux de la vieille, il va falloir que je leur explique c'est quoi Twitch en premier. Ben, dis-leur que c'est un podcast, ils vont comprendre. Mais en fait, moi, j'avais Mélissa dans le chat qui m'avait posé une question dans mon Discord. Je vais juste aller la chercher. Elle voulait savoir comment ça allait avec t'as mis des seaux pour ton érable surélevé. Elle veut savoir comment ça va présentement avec ça, là. Ouais, c'est ça l'affaire, c'est que c'est la première fois de ma vie. Moi, j'ai une maison en campagne un peu. Puis pour ma fête, mon frère m'a donné des canisses de sirop d'érable pour que j'entaille mes érables qu'il y a sur mon terrain. Je savais même pas c'était quoi un érable l'hiver. Tu sais, je sais pas à quoi ressemble un érable l'hiver. Moi, pour savoir c'est quoi un érable, faut que je vois les feuilles. Là, tu sais, mais mon frère m'a dit c'était lesquelles. Puis là, il m'a pas dit comment ils entaillaient. J'ai regardé sur YouTube, j'ai fait ça vite, mais je les ai mis trop haut. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a deux raisons. C'est que plus tu mets basse, plus il y a de chances qu'il y ait de la sève qui rentre dedans. Puis plus tu mets haut, quand la neige fond, mais tu deviens qu'ils sont trop hautes pour aller les chercher. OK. Parce que la neige a fondu. Toi, là, quand tu es allé les mettre, il y avait ça entre la canisse et le sol. Là. Mais quand la neige a fondu, il est rendu 6 pieds entre le sol. Puis, fait que là, j'étais à bout de bras pour chercher mes canisses. Puis j'ai ramassé, ben là, je sais pas pourquoi, mais depuis 2 jours, ça coule plus pantoute. J'ai ramassé deux 5 gallons. 2 10 gallons, ouais. Puis tu bois ça? Moi, 2 5 gallons. 2 5 gallons. Puis j'ai fait 3... Avec 2 5 gallons, j'ai fait 3 pots maçons. 3 pots de même, mettons. Okay, de sirop seulement. Mais Colin, c'est bon. Puis je sais que je t'ai vu en story Instagram, mais ça me t'en buvais. Puis tu disais, je bois ça, moi, ces temps-ci. Puis c'est super bon. Puis c'est-tu si délicieux que ça? C'est-tu bon pour le système de l'eau? Ah, ben Chris, c'est de même que les premiers arrivants, les premiers Européens ont survécu. Avec de l'eau d'érable. Ouais, il y avait le scorbut. Puis comment ils ont soigné le scorbut? C'est les Amérindiens qui leur ont donné de l'eau d'érable. Ah ouais, tu vois, je savais pas ça. Hein? Ah, j'ai un autre... Mais pour vrai, ça donne si t'en bois trop, par exemple, ça peut donner la chiasse. Là. Ouais, c'est comme Désolé. C'est comme la noix de coco, j'imagine, de l'eau de noix de coco. Ouais, un peu le même principe. Un peu le même principe. Mais c'est parce qu'au début, j'avais tellement pas d'eau d'érable que je croyais pas que j'en aurais assez pour faire du sirop d'érable. Okay. Fait que là, je buvais l'eau d'érable au début. Mais si je l'avais gardé, j'aurais fait plus de sirop, mais... Il y a Doomsy dans le chat sur Twitch qui veut savoir c'est quoi l'idée derrière la tune douchebag. Ça part de où, cette idée-là? J'ai animé une soirée d'humour chez Maurice à Saint-Lazare, qui est une soirée très mythique qui existe depuis 25 ans en humour. J'ai animé pendant 3 ans chez Maurice à Saint-Laz. Puis dans mon comment ça fonctionnait, c'est que j'avais 3 invités par semaine. J'animais au début, je faisais un peu de crowd work, puis je faisais un numéro d'humour. Après ça, je présentais un invité. Après ça, j'enchaînais 2e invité. Retour d'entraque, je faisais tout le temps un jeu ou un défi. Puis là, il y a une pause pendant une saison de temps. C'était donnez-moi des mots, puis la semaine prochaine, je vais écrire un numéro d'humour ou une toune avec ce mot-là. Fait que là, cette semaine-là, j'avais dit hey, donnez-moi un mot. Là. Fait que là, ils m'ont dit douchebag. OK, il va écrire une toune, c'est douchebag. Parfait. C'est quoi, selon vous, un douchebag? Fait que là, c'est le public. Puis là, je punchais là-dessus. C'était ça mon animation. Puis là, la semaine d'après, je suis arrivé avec la toune. Les gens ont trippé. Je l'ai enregistré dans un studio.
Puis je l'ai refait jouer l'autre semaine après. Puis là, il y a un de mes chums qui m'a dit, Chris, tu pourrais faire une vidéo sur YouTube, là, ça pourrait être drôle. Puis si vous regardez la vidéo, là, comment il s'appelle le gars qui a posé la question? Doomsy? Doomsy, ouais. Doomsy, si tu vas voir la vidéo encore, là, à la fin, on est dans un parking, puis il y a plein de douchebags. Je suis pas juste moi avec François Bouliane, puis Seb Ouellette, il y a plein de douchebags déguisés. Puis on fait tout ça à la fin de même. On fait l'ancêtre du DAB. Ouais, exact. Puis tous les autres qui ne sont pas humoristes dans cette scène-là, c'est des spectateurs de chez Maurice. Puis le parking dans lequel on a tourné cette scène-là, c'est dans le parking de chez Maurice. OK. Fait que là, les gens vont pouvoir se situer. C'est donc bien cool, ça. Tu vois, c'est des détails qu'on savait pas. Et il y a Netino qui, moi, j'appelle ça une question de prof d'école. Là. Tu te vois où dans 5 ans? Chris, avec le... C'est dur, quand la pandémie va être finie, je vais pouvoir répondre à cette question-là. Est-ce que tu vas continuer de plancher sur le personnage que tu... Ouais, ça c'est sûr que oui. Mais j'ai de la misère à voir le futur à long terme à cause du confinement. Ouais, c'est vrai que c'est dur de voir un peu plus loin, mais je pense que ça va apporter du bon. Je pense que après, là, quand tout ça va être fini, je l'espère. On l'espère tout, mais je pense qu'à un moment donné, ça va finir par se replacer. Étienne, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Pour vrai, j'ai vraiment eu du plaisir. Merci. Merci à vous autres pour les questions. Là. Des fois, je parle du trop. Là. Ben non, c'est parfait. C'était comme un peu bizarre de faire un podcast à distance, mais moi, je te voyais pas. Non, c'est ça. Un podcast, là, parce que dans Discord, là, je te vois pas. Non, c'est ça, parce que moi, dans le fond, j'ai 2 ordinateurs, fait qu'Étienne me voit pas. Vous me voyez, mais lui, il me voit pas. Parce qu'il faudrait je pourrais installer une autre caméra, en fait. T'aurais pu me voir, là. Non, c'est pas grave. Là. Mais dans le fond, c'est super apprécié. Je suis super content que tu aies accepté l'invitation. Moi, après ça, je prends ça, je vais mettre ça sur YouTube. Fait que ça va être disponible d'ici une couple de jours. Là, j'ai vu que je suis partenaire Twitch. Il faut que je laisse 24 heures à Twitch d'exclusivité. Puis après ça, je peux le partager. Tu vois, gars, ça, je savais pas. Ouais, ça, quand tu deviens partenaire ou affilié, si tu prends ton Twitch, tu le mets sur YouTube, ben là, tu peux te faire strike. Puis, dans le fond, après ça, ils peuvent te... Moi, je suis juste affilié jusqu'à là. C'est tough être partenaire, là. Tu travailles fort. Ouais, faut que tu travailles fort, mais à un moment donné, je suis pas mal sûr qu'avec le fanbase que t'as, ça risque de pas être si long que ça. Bon, on va commencer demain. Demain, j'en fais un de 7h30 à 8h30. Après ça, je m'en vais chercher une bière. Puis je te regarde ton début à toi. Ben parfait, c'est bon. Puis merci Mel qui a mis dans le chat pour les gens qui sont sur Twitch. Tous les liens, Instagram Étienne Dano, Facebook Étienne Dano humoriste, Twitch. C'est donc bien fin ça. C'est Eti Dano dans le fond. Ben, il est écrit juste au-dessus. De toute façon, je l'ai mis dans le petit cadre en haut. Sur Twitch, allez follower, allez dropper un petit follow. Puis, merci Mel. Mel, c'est-tu quelqu'un qui a une épée, ça? Ouais, c'est ma copine Mélanie qui... Bon, la salue. L'épée. Fait qu'écoute, on continue de te suivre, Étienne. Sharpie, ça, il vaut moins cher, celui-là, par exemple. Ouais, pas mal. Mais c'est un Extreme Fade Resistant. Moi, je fais rien à moitié, le gars. C'est un Sharpie Extreme Fade. Je m'en étais fait faire avec mon nom de show dessus. Attends, je vais voir, j'en ai pas un. On va t'en donner un. Le Extreme Fade, là, c'est-tu... Non, je l'ai pas. C'est-tu, si mettons, tu fais un mauvais coup à tes chums, tu les dessines d'en face, mais ça va prendre bien du temps avant d'être capable d'enlever. Ouais, exact. C'est dessiner un pénis là, quand il est hangover. Là. Ouais, c'est ça. Celui-là, il prend plus de temps. Là. Ah non, faut que tu frottes solide. Là. Hey, ben merci beaucoup, Étienne. Puis on continue de te suivre. Fait que je vais mettre ça sur YouTube, puis je vais t'envoyer le lien si jamais ça te tente de... Tiens-moi au courant. Parfait. Merci. Je vais t'écouter demain. Bon, ben, à quoi tu joues demain? Là? Call of Duty? Là, GTA? Moi, après, je continue. On est dans Resident Evil. Fait que là, je vais jouer à Resident Evil là, dans 5 minutes à peu près. Là. Aujourd'hui? Ouais, là, tu sais, dans le fond, je ferme le podcast. Puis après ça, je m'en vais faire ça. Puis peut-être faire du GTA tantôt. OK. Ouais, il y a Québec Zonzon qui dit, avant que je te laisse aller, il dit un open mic sur Twitch à distance, ça serait malade. C'est dur, man. Un open mic, pas de public, là. Faudrait avoir nos feuilles puis les lire sans penser qu'on fait un numéro. Ouais. Puis là, genre, qu'est-ce que vous pensez de ce gag-là? On attend. Qu'est-ce que vous pensez de ce gag-là? On attend. Ouais, c'est plus comme tu as participé à un podcast hier, Liner. Ouais, même principe. C'est ça. Les liners. Mais pas de public, là, c'est mortel parce que ça prend
le feeling, le carburant que les gens te lancent. Là. Tu sais, ça te prend ça, sinon oublie ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est une danse avec le public, c'est une communication. C'est ça. Si t'as pas le rire, t'as pas le rythme. Tu sais. Puis même, tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit mets des gens dans le Discord en vocal qui rient. Tu sais, des gens qui écoutent, c'est pas pareil, t'es vois pas, t'es comme. Y a pas, on dirait qu'il n'y a pas la même aisance de. Hey, je vois le monde, puis tu sais, t'es vois pas. Fait que même s'il y avait 100 personnes dans un Discord qui rient en même temps, c'est pas le même. Phil Roy, il l'essaye, lui, par exemple. Ah ouais, puis il trouve ça comment? Avec Zoom, je sais pas, il m'a invité à aller spectateur samedi soir. Puis si j'aime ça, il va m'inviter à être sur le show la semaine prochaine. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Mais ça fait 2-3 fois qu'il le fait, puis il limite à 150 personnes. Et lui, il fait ça sur Zoom, hein, c'est ça? Ouais, Zoom, exactement. Ouais. Zoom, qui est une compagnie que personne ne connaissait avant le confinement, puis qu'à cette heure, sont rendus milliardaires. Ouais, mais ils ont fait de l'argent en tabarouette avec ça, ça a pas mais là, il y a un gros problème de sécurité, ça a l'air avec Zoom. Ouais, c'est ça que j'ai lu. Moi, c'est pour ça que je l'utilise pas. Ça a l'air qu'ils ont bien facilement accès à toutes les données qui... Mais là, Mélanie Ganimé puis Martin Vachon, ils font affaire avec Zoom. OK. En fait, on se partage le même compte Zoom, les trois. OK. Et ils m'ont texté durant ton podcast à toi. Pour ton info, Étienne, Facebook a un problème de sécurité avec Zoom et il le bloque pour le moment. Ben, c'est ça. Fait que même Facebook, t'auras plus Zoom. Mais ça, c'est vraiment épais parce que les autres, ils auraient pu se coller sur la map Zoom puis ils vont peut-être finir le confinement de même, tu sais, s'ils règlent pas le problème, ne plus calice. Il va falloir juste qu'ils mettent un noir, ouais, je comprends. Hey, ben merci beaucoup, Étienne. Puis, on pourrait jaser des heures, mais c'était bien le fun, merci. Ben, ça fait plaisir. Merci, bye.